Voltaire. Est-ce que vous croyez qu'il existe un Français plus connu au monde que Voltaire? Voltaire a été mis au Panthéon en 1791, en pleine Révolution, où ils ont retrouvé ses restes. Je ne sais pas où ils étaient, je crois qu'ils étaient... Oh, je vais dire une bêtise, donc je ne dis rien. Et on l'a mis en grande pompe au Panthéon, qui était une ancienne église transformée en temple des grands hommes de la nation. Puis après, c'est devenu de la République. 91, c'était pas encore la République. Et il est véritablement, certainement à la fois le Français le plus connu, mais la figure emblématique du mouvement des Lumières. C'est vraiment Voltaire. Et j'ai trouvé dans un livre publié en 1994, dont je n'ai pas retenu le titre, « Si nulle gloire n'a égalé celle de Voltaire dans son siècle, une grande part de cette renommée est due à son inlassable combat pour la justice, la tolérance et la liberté de penser. Il demeure l'homme qui a eu foi dans le progrès possible de l'humanité. » Alors là, personne ne va s'inscrire en faux contre ça. Je veux dire, Voltaire, c'est ça, c'est pour ça qu'on l'a mis au Panthéon. Et le combat pour la justice, la tolérance, l'humanité, la liberté de penser, tout ça, c'est Voltaire, c'est bien connu. Mais écoutez, il n'y a rien de vrai, ce sont des poncifs. Les poncifs habituels sur Voltaire, c'est ami de l'humanité, ami de la liberté d'expression, ami de la tolérance, ami de la raison. Alors, regardons ça de plus près. Alors, pour faire un travail sur Voltaire, il ne faut surtout pas lire ce qu'on dit sur Voltaire. Il faut lire Voltaire. Faut lire Voltaire. Voltaire est actuellement disponible sur la toile. Si vous voulez acheter la collection complète des œuvres chez la Pléiade, je crois que c'est 60 € le volume, et il y en a 16, 17, 18. Personne n'a les moyens de s'offrir ça. Voilà. Donc on peut trouver ça sur Internet. Moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher les références de Voltaire sur Internet, et quand j'ai un doute sur une référence, je vais chercher la fameuse collection de la Pléiade, qui est la plus fiable, et je vais la chercher à la bibliothèque municipale, parce que je n'ai pas les moyens de me payer Voltaire intégral. Voilà. Et il est parfois très intéressant de comparer ce qui a été écrit il y a 200 ans sur Voltaire et ce qui en a été écrit 200 ans après, parce qu'une censure dramatique et drastique a été faite par un certain Condorcet, qui a retiré des écrits de Voltaire ce qui était le plus offensant et le plus grave, pour montrer la face cachée du grand homme, que je vais vous révéler. Voilà, dont je vais vous révéler une petite partie, parce qu'on n'a pas terminé de découvrir Voltaire. Alors, si Voltaire fut un ami de l'humanité, pensez-vous que les nègres fassent partie de l'humanité? Est-ce que les paysans font partie de l'humanité? Est-ce que les juifs font partie de l'humanité? Est-ce que les Français font partie de l'humanité? Pas sûr. Écoutez ce qu'il dit à propos des Français qu'il appelle les Welsh. Bon, alors pourquoi Welsh? Parce que Français, c'est les Gaulois c'est les Gallois, c'est les Welsh. Galles, Welsh, d'accord. Bon. Chaque fois qu'il dit Welsh, il s'adresse aux Français. Oh Welsh, vous n'avez pas le sens du noix. Oh Welsh, pauvre Welsh. Oh mon Dieu, polisson. Combien je vous méprise. Allez mes Welsh, Dieu vous bénisse, vous êtes la chiasse du genre humain. Il y a des gens d'un grand mérite chez les Welsh, mais le gros de la nation est ridicule et détestable. Les Welsh, une race de singes dans laquelle il y a quelques hommes dont il fait partie. Je ne vous ai pas apporté la tirade sur les nègres, c'est indécent, c'est illisible, c'est indécent. Puis parce qu'on ne pourra pas tout dire. Voltaire a promu la liberté d'expression. Vous êtes d'accord? Bien, je vais vous raconter ce qu'il a fait en 1730. Il était alors âgé de 36 ans. Il a fait emprisonner par lettre de cachet une de ses voisines tapageuses qui, dit-il dans sa plainte, blasphémait le saint nom de Dieu à outrance. C'est-à-dire que cet anticlérical qui ne croyait ni à Dieu ni à diable ne le croyait pas quand on vous dit qu'il était déiste. Ça, c'était pour la galerie. Croire en Dieu pour lui, c'était parce que si on fait croire aux gens qu'on ne croit pas en Dieu, mes paysans vont me voler mon grain, etc. Donc il faut professer une saine religion, donc on ne dira jamais qu'on est athée, même si on l'est. Mais faire emprisonner sa voisine parce qu'elle blasphémait le saint nom de Dieu, ça s'appelle un délit de blasphème, ça. C'est la liberté d'expression à la Voltaire. C'était en fait une querelle de voisinage. Et il a
user de la possibilité d'envoyer des gens en prison par lettre de cachet. Alors une lettre de cachet, c'était pas le roi qui l'a signée, bien sûr, c'était le lieutenant de police. Ça faisait suite à une plainte. Si vous aviez, par exemple, je raconte ça dans l'histoire de Dominique Cartouche. Dominique Cartouche, c'était un jeune vaurien dont le père était un honnête artisan. C'était pendant les années 1720, c'était pendant la Régence. Dominique Cartouche ne voulait pas travailler, il ne voulait pas entrer en apprentissage. Son père suait pour faire des tonneaux, pour nourrir la famille. Et lui, il aimait mieux courir le guidou, voler, enfin c'était un voyou. Le père est allé voir la police en disant « J'ai un gamin qui tourne mal, je demande une lettre de cachet ». Voilà. Donc une lettre de cachet, c'était accordé dans un cas comme ça, mais après avoir étudié la chose, après avoir entendu les parties, c'était une mesure disciplinaire en général en direction des familles pour, par exemple, je connais un autre cas, voilà, ma fille, elle se donne au premier venu, elle est en train de devenir putain, je réclame une lettre de cachet, donc on fait une enquête de voisinage et ensuite on accorde ou non une lettre de cachet. C'est ça le principe de la lettre de cachet. Et Voltaire, qui avait le bras long, réussissait à obtenir des lettres de cachet contre un tel, et je vais vous dire comment. Voilà. En 1739, il avait 45 ans, il a cherché à faire brûler par le Parlement un libelle violent dirigé contre lui qui s'appelait la Voltairomanie, signé Desfontaines, en réponse à un texte de Voltaire. Voltaire écrit contre Desfontaines. Desfontaines répond à Voltaire. Voltaire dit, bon, il faut absolument obtenir une sanction contre cet odieux Desfontaines, et il a cherché à faire brûler par le Parlement le libelle que Desfontaines lui avait répondu, qui s'appelait la Voltairomanie. Alors, j'ai toujours entendu dire que le Parlement faisait brûler de la main du bourreau les textes de l'encyclopédie. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce que l'encyclopédie essayait, les encyclopédistes et les gens des Lumières essayaient de faire brûler par la main du bourreau. Alors, brûler par la main du bourreau, ça veut dire qu'on a condamné un texte, une fois que la bourreau l'a brûlé, alors ça ne fait pas de mal au texte, hein, il s'en fiche le texte d'être brûlé, mais symboliquement, c'est très fort. Ça veut dire que le texte est considéré comme détruit, comme ne devant pas circuler. Eh bien, quand un certain Desfontaines écrit des trucs qui déplaisent à Voltaire, eh bien Voltaire fait la démarche pour que le bourreau fasse brûler, et il n'a pas le Parlement fasse brûler de la main du bourreau un texte qui lui déplaît. Donc là-dessus, Voltaire n'a pas réussi. En 1746, il avait 52 ans, il venait d'être élu à l'Académie française. Des vers moqueurs ont circulé sur lui. Et ça, le Paris littéraire avait la dent dure. Quand il s'agissait de se moquer de quelqu'un, on savait faire, donc on se moquait d'un tel, on écrivait ça sur des petits libelles qui passaient par la censure, ça passait de main en main, et les gens rigolaient, et Voltaire était l'objet de libelles, parce qu'il avait fait des bassesses, probablement, je crois me souvenir, pour pouvoir entrer à l'Académie française, et des gens s'étaient moqués de lui, mais comme il se moquait de bien d'autres gens. Donc, je vous ai expliqué que ce genre de libelle circulait sans être passé par la censure. Pourquoi ? Parce que la censure, elle n'allait pas s'occuper de tout, quoi. Donc, le ministère de la librairie, le bureau, ce qu'on appelait le bureau de la librairie, fermait les yeux sur beaucoup de publications. On regarde ailleurs, quoi. C'était considéré comme marginal, comme accessoire. Donc, on faisait passer par la censure les textes importants, et les petits libelles vengeurs et rageurs, ils passaient à travers les mailles du filet. Mais s'il y avait une plainte, là, il y avait délit. Hein, il y avait délit d'absence de censure. Hein. La police regarde ailleurs jusqu'à ce qu'on lui dise « regardez là, hein, vous êtes bien d'accord ». Eh bien, Voltaire a déposé plainte contre ces libelles. Et il n'a pas déposé plainte à cause des libelles, mais il a déposé plainte parce que ces libelles n'étaient pas passées par le comité de censure. Et il a suivi une campagne de perquisition et d'arrestation qu'il a dirigée lui-même. Le soir même où il a été élu à l'Académie, c'est-à-dire en plein triomphe, hein, parce que, franchement, à 52 ans pour devenir académicien, ça va, c'est bon, la carrière est accomplie, vous êtes au sommet de la gloire. Hein. Eh bien, il en a profité pour aller chercher un commissaire, il a déposé sa plainte, et ensuite, je vais vous raconter ce qu'il a fait. Écoutons le témoignage de Madame de Graffigny, une de ses amies, qui écrit « Revoilà toujours ce héros dans la boue. Il est trop ridicule de prétendre que lui seul ne sera pas chansonné quand les plus grands rois et les plus grands hommes l'ont été de tous les temps. C'est-à-dire qu'on a le droit de se moquer de tout le monde, sauf de Voltaire. Le soir de son élection, à 9h du soir, son valet est allé alerter un commissaire au Châtelet. Le Châtelet, c'est le tribunal de police de l'époque. Hein. Et dès le lendemain matin, il fait arrêter et saisir chez un libraire, immédiatement incarcéré avec sa femme au Fort-l'Évêque, tous les libelles qu'on a trouvés chez lui.
Puis il fait expédier un colporteur qui s'appelle Féliseau à Bicêtre, c'est-à-dire qu'il fait arrêter un libraire, sa femme et le colporteur, qu'il fait envoyer à Bicêtre. Bicêtre, c'est l'espèce de camp de concentration abominable, c'est la prison infamante. Bicêtre, c'est la prison infamante. La Bastille, c'est la prison chic. Vous savez, la Bastille, excusez du peu, moi j'ai fait de la Bastille. Vous n'avez pas fait de la Bastille, cher ami? Non, je plaisante, mais à peine. Non, mais je veux dire, ça s'accroche comme une légion d'honneur, quoi. D'avoir été à la Bastille quand on était jeune, c'est un must, quoi. Lui, il y est allé 2 fois, il sait de quoi il parle. Puis son petit camarade, le maréchal duc de Richelieu aussi. Donc tous les gens bien avaient fait un petit séjour à la Bastille quand ils étaient jeunes. Et Bicêtre, c'était vraiment autre chose. Bicêtre, c'était l'hôpital général, c'est-à-dire à Bicêtre, on était mal nourris, on était maltraités, c'était affreux. Bicêtre, c'était l'hôpital général, c'était abominable. Donc il fait expédier un colporteur à Bicêtre. Ah bah oui, en avant-marche. Les jours suivants, à la tête d'une escouade d'archers, il va de boutique en boutique comme un furieux. Il paraît qu'il agitait sa canne comme ça, il passait dans la rue, il disait là, il y en a un, là. Et il fait procéder à des saisies de papier, il fait incarcérer des colporteurs, des revendeurs, de libraires, dont un petit domestique de 12 ans qu'il fait envoyer à Bicêtre. Bien. Ensuite, le fameux Féliseau qu'il avait envoyé à Bicêtre, il a essayé de le faire envoyer aux galères. Les galères. Alors, on ne ramait plus à l'époque, mais les galères, c'était le bagne. Et je vous assure, c'était dégueulasse. C'était vraiment, vraiment, vraiment dur. C'était vraiment, vraiment dur, les galères. Il y a un poète qui s'appelait Roy, qui s'était moqué de lui, encore un. Eh bien, il a sollicité une lettre de cachet contre Roy, qu'il a accusé non pas de l'avoir diffamé lui, mais d'avoir diffamé le maréchal duc de Richelieu. Une calomnie. Quoi? Bah quoi? Puisqu'il fallait l'arrêter. On n'est pas une calomnie près, donc il sollicite une lettre de cachet. Voilà ce qu'écrit toujours Madame de Graffigny. La désolation est dans la librairie. Il y a tous les jours de nouveaux arrêtés. À présent, ils sont 24 ou 25. Il a fait arrêter et mettre en prison 24 ou 25 libraires. C'est une inquisition qui révolte tout Paris, qui ferme toutes les presses. Liberté de la presse, vous avez entendu parler? Il ferme les presses. C'est une chose affreuse que les continuelles persécutions de Voltaire contre la librairie et la haine et le mépris que cela lui attire, lui, l'apôtre de la liberté. Il y a déjà 5 ou 6 familles ruinées. De ceux qui sont toujours en prison, il montre toute l'infamie de son âme que j'ai tant cherché à excuser. C'est un monstre. Les incarcérations et les amendes pleuvent. La femme du fameux Féliseau qui voulait envoyer aux galères après l'avoir envoyé à Bicêtre supplie qu'on lui rende son mari et le père de ses enfants. C'est un père de famille. S'il ne travaille plus, les enfants n'ont plus à manger. Madame de Graffigny, toujours, il ruine de malheureux auteurs qu'un roman fait vivre et de malheureux libraires dont les enfants demandent l'aumône. Il réduit des enfants à la mendicité. La belle âme. En octobre 1748, 2 ans plus tard, il veut faire interdire une parodie d'une de ses tragédies qui a fait un flop. C'était un auteur, c'était pas un auteur dramatique, c'était un, comment on disait, j'avais vu ça dans un film. Vous n'êtes pas un auteur dramatique, vous êtes un écrivain dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, il ne savait pas écrire. Il ne savait pas écrire des tragédies. Et chaque fois qu'il faisait des tragédies, sauf celles qu'il a parodiées, il faisait des flops. Et alors, faire un flop au théâtre, c'est vraiment la honte, quoi. Les gens rigolent, c'est des lazis. Bon, donc, il a fait une tragédie qui a fait un flop, et il était tellement prétentieux qu'il y a des gens qui s'amusaient comme des fous à faire des parodies de ces tragédies. Et il a cherché à faire interdire la parodie. Bah, interdire, oui, interdire. Comme on a essayé de m'interdire de parler l'autre jour, là. C'est les gens qui défendent la liberté d'expression. Alors, il a écrit au lieutenant général de police, pour justifier l'interdiction, que sa dignité de gentilhomme de la chambre du roi, parce qu'il avait réussi à décrocher ça, justifiait qu'on interdise une parodie. C'est-à-dire, voilà, on me parodie alors que je suis gentilhomme de la chambre du roi. Vous imaginez, c'est le roi qui est éclaboussé. C'est ça que ça veut dire. Alors, il écrit directement à la reine pour obtenir l'interdiction de la parodie. Et il dit, daignez considérer, madame, que je suis domestique du roi et par conséquent le vôtre. Ah bah oui, alors attendez, si on se moque de Voltaire, on se moque de la reine. La reine ne s'y laisse pas prendre, pas plus que le roi. Nouvel échec, il réussit pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse au premier gentilhomme de la chambre, le duc de Fleury. Bonne pioche. Lui, il réussit à faire obtenir l'interdiction de la pièce. Il a gagné. Censure. Tac.
c'est tombé. Vive Voltaire. Bravo, félicitations. La liberté d'expression est passée par lui. C'est pas beau ça? Voltaire a mené un combat à mort contre plusieurs écrivains, dont un malheureux qui s'appelait Laurent Angliviel de la Baumelle. Alors je ne sais pas ce que valait la Baumelle comme écrivain, parce que je n'ai pas d'avis en littérature. Je ne suis pas amateur de littérature, donc je n'ai pas d'avis en littérature. Ce que je sais que la Baumelle était un jeune homme, qui est beaucoup plus jeune que Voltaire, je pense qu'il avait une trentaine d'années de moins que lui, qui réclamait le droit d'écrire ce qu'il pensait sur les pièces de Voltaire. Comment ce malheureux jeune homme a-t-il eu l'outrecuidance? Alors je ne sais pas ce que vaut sa production littéraire, mais je vais vous raconter qu'elle a été le martyr de ce jeune homme pour avoir osé s'en prendre à Voltaire. Il a critiqué un livre de Voltaire qui s'appelait Le siècle de Louis XIV. Et Voltaire, la Baumelle, qui était protestant, n'avait pas de la politique de Louis XIV la même vision que Voltaire. Alors Voltaire, sa vision de la politique de Louis XIV, c'était de lécher les bottes à la royauté. Ça, ce qu'il en pensait vraiment, c'est pas ce qu'on peut dire dans son livre. Mais toujours est-il que la Baumelle, qui lui était protestant, avait de la politique anti-protestante, notamment de Louis XIV, une vision différente de Voltaire. Il n'avait pas le droit de le dire. Non, il n'avait pas le droit de le dire. Et notamment, il n'avait pas la même opinion que Voltaire sur la révocation de l'édit de Nantes. Et il a écrit également, quand Voltaire est allé en Prusse, vous savez, ou vous ne savez pas, je vais vous apprendre que le roi de Prusse, qui était un grand amoureux de la langue française, est un grand amoureux de la prose de Voltaire, l'avait fait venir en Prusse pour en faire son faire-valoir, quoi. Avoir un auteur français. Le roi de Prusse avait fait venir, pas uniquement Voltaire, il avait fait venir des grands scientifiques, il avait fait venir Maupertuis, enfin, il aimait s'attirer. On s'arrachait à l'époque les personnalités littéraires et scientifiques de France, et Voltaire était allé avoir une poste de je ne sais plus trop quoi, de chambellan à la cour du roi de Prusse à Berlin. Et la Baumelle avait écrit à propos de la façon dont Voltaire était traité à Berlin: le roi de Prusse comble de bienfaits les hommes à talent, précisément par les mêmes raisons qui poussent d'autres princes à combler de bienfaits un bouffon ou un nain. Alors, admettons que c'était méchant. Et alors, on n'a pas le droit? On n'a pas le droit. Et vous savez ce qu'il disait lui-même, Frédéric, de la façon dont il employait Voltaire? C'est Frédéric, le roi de Prusse, qui disait: c'est bien payer un fou, jamais bouffon de grand seigneur nu de pareil gage. C'est-à-dire qu'en fait, la Baumelle disait en termes fleuris ce que le roi de Prusse disait en termes beaucoup plus violents et beaucoup plus sans prendre de gants. Voltaire va se venger pendant 25 ans de l'outrecuidance de la Baumelle, qui a critiqué son siècle de Louis XIV et qui a dit, comme le roi de Prusse, qu'il était payé à être le bouffon du roi. Voltaire a fait circuler l'idée partout que la Baumelle avait accusé le régent d'être un empoisonneur. Alors le régent, quand Voltaire fait passer ça, ça fait 30 ans que le régent est mort. Mais s'en prendre à la mémoire du régent, c'est faire de la diffamation, même historique. Si le régent, qui est devenu régent du royaume à la mort de Louis XIV, c'est parce que le fils, le petit-fils, les petits-fils de Louis XIV sont morts de façon tout à fait suspecte. Il y a eu une série de morts à la cour de Louis XIV, et c'est parce qu'il ne restait à Louis XIV que son arrière-petit-fils devenu Louis XV que le régent est devenu régent de France. Donc, accuser le régent d'avoir empoisonné la descendance de Louis XIV pour devenir régent est une accusation grave. Donc si la Baumelle a dit ça, c'est grave, mais seulement il ne l'a pas dit. Mais c'est pas grave, Voltaire raconte qu'il le dit. Comme ça, il peut le diffamer. La Baumelle n'a jamais écrit ça, c'est pas grave. On va le faire croire. Pendant qu'il était absent de Paris, Voltaire a réussi à obtenir par sa nièce et maîtresse, Madame Denis. Alors, Voltaire a eu une longue liaison avec Madame du Châtelet, qui était la femme d'un autre. C'était une relation tout à fait adultérine. Le mari était complaisant, il s'en fichait. Et quand Madame du Châtelet est morte, Voltaire, qui vraisemblablement avait commencé une liaison incestueuse, c'était la fille de sa sœur, c'est comme ça que ça s'appelle. Bon. Et il a terminé ses jours au bras et dans le lit de Madame Denis, sa nièce. Donc, quand il était absent de Paris, en 1753, il a fait obtenir par Madame Denis une lettre de cachet pour faire enfermer la Baumelle 6 mois à la Bastille.
6 mois. Alors là, pour la Baumelle, ce n'était pas les 6 mois de Voltaire ou de Maréchal-Duc de Richelieu. La Bastille, ça pouvait être dur simplement parce que quand vous étiez à la Bastille sur une lettre de cachet, vous ne saviez pas quand vous alliez en sortir. C'était l'arbitraire de la lettre de cachet. Celui qui vous envoyait à la Bastille savait combien de temps il vous y mettait, mais vous ne le saviez pas. C'est-à-dire que c'est vraiment l'horreur. C'est-à-dire quand vous avez une carrière à mener, un travail à... Voilà. Et c'est ce qui est arrivé à ce malheureux La Baumelle. Et alors, comment est-ce que Voltaire pouvait obtenir une lettre de cachet? Voltaire avait fait ses études au collège Louis-le-Grand. Et Louis-le-Grand était un collège de jésuites qui avait la réputation d'être le meilleur établissement de France. Donc c'était là que tous les gens huppés mettaient leurs enfants. Et tous les camarades de classe de Voltaire sont devenus ministres, tel ou tel. Donc il avait un carnet d'adresses extraordinaire. Et il avait notamment 2 camarades de classe qui étaient devenus ministres, notamment les frères d'Argenson. Donc il écrit une petite lettre à son ami d'Argenson, mon cher ami, gna 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 gna, un petit service, voudriez-vous? Et hop, il obtenait une lettre de cachet comme ça. C'est beau la liberté d'expression, hein, c'est bien. Et le malheureux La Baumelle, de son séjour à la Bastille, écrit « J'y meurs à chaque instant, je me vois opprimé par monsieur de Voltaire, je vois ma fortune manquer, je suis dans la plus affreuse désolation, je ne sais pas quel est mon crime, à moins que monsieur de Voltaire n'ait le crédit de m'en faire un, d'être innocent. » Quand il est sorti de prison, Voltaire a obtenu qu'on fasse une perquisition à domicile et Malesherbes, qui était le ministre de la librairie, a interdit à La Baumelle de publier sa défense contre Voltaire. Voltaire a raconté des horreurs sur La Baumelle, il a réussi à le faire incarcérer et à obtenir qu'il n'ait pas le droit de publier sa défense publiquement. Qu'est-ce que c'est que ça? En quoi ça rime? Quand il est sorti, oui, les perquisitions à domicile, c'est-à-dire qu'il est sorti de prison et on est allé fouiller toutes ses affaires pour prendre tout ce qui pouvait éventuellement ne pas convenir. Il va obtenir un 2e embastillement de La Baumelle. Il écrit à la Pompadour et à Richelieu. Alors Richelieu, l'arrière-petit-neveu du cardinal du même nom, Richelieu était... Alors il avait été à l'école avec Voltaire, hein, c'est là qu'ils se sont retrouvés à la sortie de quoi ils se sont retrouvés tous les deux à la Bastille pour des raisons différentes. C'était leurs erreurs de jeunesse ou leurs exploits de jeunesse. Et Voltaire est toujours resté en relation avec le maréchal-duc de Richelieu. C'est un maréchal, je veux dire, c'est un personnage considérable. C'était un intime du roi, il faisait partie du premier cercle du roi. Et le maréchal-duc de Richelieu était un homme à la fois riche, c'était un grand militaire, enfin c'était un personnage important à qui Voltaire écrivait régulièrement parce qu'ils avaient été camarades de classe. Et Voltaire a su plus qu'un autre conserver pendant tout, jusqu'à la mort, des relations épistolaires avec tous ces gens importants. C'est comme ça qu'il avait le crédit qu'il avait. Donc il écrit à la Pompadour, la marquise de Pompadour, qu'il connaissait personnellement, il connaissait personnellement la maîtresse du roi, et au fameux Richelieu, que La Baumelle avait écrit un vomissement d'horribles calomnies sur toutes les familles royales d'Europe. Rendez-vous compte, madame, rendez-vous compte, cher maréchal, machin, etc., que ce La Baumelle, c'est faux, c'est une calomnie. La Baumelle n'a rien écrit sur les têtes couronnées d'Europe. Et il se permet de l'écrire malgré tout à la maîtresse du roi, et à son intime, le maréchal-duc de Richelieu. Il écrit « On a mis au pilori des hommes bien moins coupables. » Coupable d'avoir écrit un truc qu'il n'a jamais écrit. Il écrit « D'aucuns trouvent assez étrange que cet homme soit tranquille à Paris et que je n'y sois pas. » Ah, ça c'est vrai que Voltaire était interdit de séjour à Paris. Il avait tellement exaspéré le roi que le roi lui avait interdit d'y mettre les pieds. Mais La Baumelle, lui, il avait le droit d'être à Paris, après avoir vomi toutes ces abominations qu'il n'avait jamais écrites. La Baumelle va être incarcéré 14 mois, d'août 1756 à octobre 57, pour ces choses qu'il n'a pas écrites. Il a réussi à le faire incarcérer. Et il écrit « Ce La Baumelle est un énergumène du Languedoc, un esprit indomptable qu'il a fallu écraser. » Il a fallu l'écraser. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire qu'il a fait son devoir. Hein, il a participé au nettoyage de... Hein, vous voyez ce que je veux dire? À sa sortie, La Baumelle a été meurtri, il était ruiné, malade, et on l'a exilé. Voltaire a obtenu qu'on exile La Baumelle, il n'avait plus le droit d'être à Paris. Désormais, s'il commettait le moindre faux pas, c'était l'incarcération perpétuelle, il a été réduit au silence. La Baumelle, qui était un écrivain, en sortant de la Bastille, on lui a expliqué au moindre faux pas, c'est la prison à perpétuité.
Sa lettre d'exil, on l'a envoyée au Languedoc, a été levée 12 ans plus tard, 12 ans d'exil pour rien, parce que Voltaire voulait. Voltaire écrit « Les labomèles et les insectes de cette espèce pourraient nous faire prendre le genre humain en haine. Ce petit huguenot qui a été apprenti prédicant à Genève. » Ça veut dire quoi? Apprenti prédicant, ça veut dire que Labomèle, qui était protestant, bon, ça c'est sûr, aurait voulu se faire pasteur. C'était interdit à l'époque, mais c'est faux. Labomèle n'a jamais prétendu venir à Genève pour devenir pasteur. C'est faux. C'est un chien enragé qu'on ne pouvait plus laisser dans les rues. Mesure de salubrité publique que d'arrêter ce Labomèle. Il est très bien à la Bastille pour quelques impostures punissables. Il est en Dieu où il doit se repentir. Mais se repentir de quoi? De quoi accuse-t-on Labomèle? Et quand il a appris que Labomèle a été élargi, il dit « Dites-moi, je vous prie, s'il est vrai que ce misérable Labomèle est sorti de la Bastille. 14 mois, il venait de faire. C'était pas assez. Il est sorti alors qu'il a fait que 14 mois après ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Ces abominables libelles sont dignes de la potence. Et puissent les jeunes fous qui seraient tentés de suivre de tels exemples et qui, sans talent et sans science, ont la rage d'écrire, sentir à quoi une telle frénésie les expose. Alors ça, à bon entendeur, salut, ça veut dire si vous vous mêlez de nous critiquer, nous les gens puissants de ce mouvement, c'est ça qui va vous arriver. Il y a un autre jeune homme qui s'appelle Clément qui publiera en 1771 des observations critiques contre quelques célébrités du monde des lettres. Encore un qui a cru qu'on pouvait critiquer les Lumières. Et Voltaire l'a traité de gredin de la littérature, de misérable, de scorpion, de maroufle, de petit serpent de Dijon, de petite canaille de la littérature. Il a essayé également de le faire incarcérer. Je ne pense pas qu'il y soit arrivé. Et il est dit, Voltaire a écrit à propos de ce Clément, celui qui écrase un scorpion dont il est mordu n'a aucun reproche à se faire. Il y a du plaisir et de la justice à punir les méchants. Alors, définition du méchant, celui qui critique Voltaire et les Lumières. Voilà, c'est la définition. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel de l'époque. Et il dit, je crois qu'il ne serait pas mal qu'il fît 2 ans de noviciat à Bicêtre. 2 ans, 2 ans. 2 ans de prison à Bicêtre pour avoir écrit un libelle. Il dit la critique est permise sans doute, mais la critique injuste mérite un châtiment. Et qu'est-ce qu'une critique injuste? C'est une critique de Voltaire. Vous critiquez Voltaire, c'est forcément injuste. Revenons à Labomèle. En 1767, après la réhabilitation de Calas, alors on y viendra plus tard sur Calas, dont il a tiré toute sa gloire, il apprend que Labomèle a repris sa plume pour commenter une de ses œuvres. Il écrit au prince de Condé, au comte de Saint-Florentin, à Richelieu, pour dénoncer ce petit huguenot, autrefois réfugié, confiné actuellement en Languedoc, sa patrie. Il fut enfermé à Bicêtre, où il devrait être encore. C'est-à-dire qu'il apprend, et je vais vous dire pourquoi je vous parle de Calas, c'est parce que Labomèle était le beau-frère d'un des protagonistes de l'affaire Calas. Labomèle s'était battu également pour la réhabilitation de Calas. Et il raconte que, alors à des personnages considérables, le prince de Condé, le comte de Saint-Florentin. Le comte de Saint-Florentin, c'est un des principaux ministres de Louis XV, et le fameux maréchal-duc de Richelieu. Il dit qu'il a été enfermé à Bicêtre. Il n'a jamais été enfermé à Bicêtre, Labomèle. Il a été à la Bastille. Bicêtre est infamant. La Bastille, je vous ai dit, c'est une prison dure, mais ce n'est pas une prison infamante. Bicêtre est infamant. Donc il raconte qu'il a été à Bicêtre. Il ment. Il ment. Il le calomnie. Et il falsifie les écrits de Labomèle et il invente des calomnies que Labomèle aurait écrites contre Louis XIV et Madame de Maintenon. Il invente encore des horreurs et il dit « Regardez ce qu'il a écrit ». Et c'est faux. Il y a eu une descente de la police chez Labomèle. Ahuri qui a écrit au ministre « Je vous jure, monseigneur, que de mes jours, je ne lui ai écrit ni songé. » Oui, il a écrit, pardon. Il a inventé que Labomèle avait été aux galères pour un vol et une indélicatesse chez une duchesse et il dénonce 95 lettres anonymes que lui aurait envoyées Labomèle. C'est-à-dire qu'il dénonce à la police qu'il a été incarcéré pour vol d'une duchesse et qu'il lui a envoyé 95 lettres anonymes. Écoutez la défense de Labomèle. « Je vous jure, monseigneur, que de mes jours, je ne lui en ai écrit ni songé à écrire une seule. On ne va point dire des injures à l'oreille d'un tel calomniateur. Avec quelle pudeur ose-t-il implorer l'autorité contre moi pour des injures que je ne lui ai point faites, tandis qu'il se fait lui-même justice de ses prétendues injures par des libelles imprimés. » Voltaire écrit partout des libelles calomniateurs sur Labomèle et il se plaint
que lui-même, La Baumelle, lui en a fait, alors que La Baumelle n'en a jamais fait. Et il réussit à obtenir de le faire incarcérer. Le Voltaire dénonce les prétendues lettres anonymes aux juges et aux curés de son village. La Baumelle est toujours en exil, donc il y a un curé là où il habite, et Voltaire lui écrit pour lui dénoncer, il a écrit des lettres de calomnie abominable pour le dénoncer auprès de son curé et auprès du juge local. La sœur, l'épouse de La Baumelle, était la sœur de Lavaïs. Alors, Lavaïs était un des protagonistes de l'affaire Calas. Dans l'affaire Calas, vous avez eu Jean Calas qui a été exécuté, j'y viendrai tout à l'heure, et Lavaïs était un jeune homme, un ami de la famille qui était présent au moment du drame des Calas. Et La Baumelle était l'époux de la sœur de ce Lavaïs. Donc La Baumelle était impliqué de très très près dans l'affaire Calas, qui a fait le triomphe de Voltaire. J'y viendrai tout à l'heure. L'affaire Calas, c'est vraiment qui a fait le triomphe de Voltaire. Donc la sœur, l'épouse de La Baumelle, elle a écrit à Voltaire pour essayer d'établir la paix et lui dire: est-il possible qu'à votre âge, il avait 73 ans, vous ne puissiez vous résoudre à jouir de votre gloire et à laisser jouir les autres de leur obscurité? Fichez-nous la paix, lâchez-nous, vous êtes au sommet de la gloire, vous avez 73 ans, laissez mon mari en paix, laissez-le vivre, arrêtez de le harceler. Écoutez ce qu'a répondu Voltaire à Madame La Baumelle. Il a naguère mérité un châtiment plus terrible que la Bastille ou le Bicêtre pour avoir insulté Louis XIV, le duc d'Orléans régent et tous les ministres, ajoutant: on paye cher longtemps les emportements d'une jeunesse effrénée. C'est-à-dire qu'il recommence ses calomnies auprès de la femme. Mais sa femme de La Baumelle, c'est très bien qu'il n'a jamais écrit ça à son mari. Donc il justifie encore par des mensonges. C'est lui qui a tout inventé. La fameuse duchesse dont il a dit que La Baumelle l'avait volée et qu'à la suite de ce vol, il avait été envoyé aux galères, la duchesse écrit, et elle disculpe La Baumelle sans équivoque, elle écrit à Voltaire en disant: non, il ne m'a pas volé, il ne m'a jamais volé, il n'y a jamais eu de plainte contre lui. Et elle reproche à Voltaire de faire querelle et de se servir de son nom pour faire querelle à La Baumelle. Elle dit: non, non, ça n'est pas vrai, il ne m'a pas volé. Réponse de Voltaire: vous voudriez que j'oubliasse parce que vous lui pardonnez? Je ne le puis, madame, la vérité ne pardonne point. Et il ajoute: voudriez-vous ravir au particulier le droit de se défendre? Mais elle ne pardonne pas, la duchesse, elle disculpe. Il s'en fiche. Il s'en fiche. Il dit: je suis très tolérant, mais je ne suis pas pour les calomniateurs. Ben, il calomnie tout le monde, mais lui, il a le droit. Il a le droit. La Baumelle était tétanisé de peur. Tétanisé de peur. Il en est mort, hein, La Baumelle. Il en est mort. En 1767, Voltaire a publié L'Ingénu, une pièce de théâtre qui dénonce l'incarcération sans procès, les lettres de cachet et les horribles séjours qu'on impose à la Bastille à des innocents qu'on n'a pas entendus. Applaudissons. Voltaire a dénoncé les incarcérations sans procès, les lettres de cachet, qu'on se le dise. La main sur le cœur, il dira: mon cœur et mon esprit ont toujours tout sacrifié à ce que j'ai cru, la vérité. Il écrit dans son dictionnaire philosophique à l'article persécuteur: le persécuteur, c'est celui dont l'orgueil blessé et le fanatisme en fureur irritent le prince ou les magistrats contre des hommes innocents qui n'ont d'autre crime que de n'être pas de son avis. Diabolique, hein? Diabolique, Voltaire. Le mot de la fin concernant Voltaire et la liberté d'expression, il dit: nous avions besoin autrefois qu'on encourageât la littérature. Aujourd'hui, il faut avouer que nous avons besoin qu'on la réprime. Tout Voltaire est là. Juste petite partie des infamies et des persécutions que Voltaire a fait subir à ceux qui ont eu le malheur de croiser son chemin avec quelque talent ou quelque grandeur d'âme, dont ce héros de la République des lettres était totalement privé. Maintenant, qu'est-ce qui a fait la gloire, l'authentique gloire de Voltaire? C'est l'affaire Calas. Et qu'est-ce qui justifie qu'on dise qu'il a lutté contre l'obscurantisme? C'est l'affaire Labarre que je vais vous raconter. Qu'est-ce que l'affaire Calas? Calas est un marchand qui a... Alors, Voltaire a fait réhabiliter Calas 3 ans après sa mort. Calas a été roué vif reconnu coupable du meurtre de son fils. Calas a été exécuté le 10 mars 1762.
Voilà ce que Voltaire nous en dit, et je vous signale qu'en France, quand les gens veulent savoir ce que c'est que l'affaire Calas, ils vont chercher ce que dit Voltaire. À telle enseigne que le ministère de la Justice parle de l'affaire Calas sur son site, le ministère de la Justice, .gouv.fr, en France, et reprend la version de Voltaire. Je vais vous expliquer ce qu'il faut en savoir. La version de Voltaire, c'est en octobre 1761, un jeune homme s'est suicidé à Toulouse. La populace rassemblée autour de la maison crie à mort parce que les Calas, la famille Calas qui se trouve dans cette maison sont des protestants. Donc comme les Toulousains sont catholiques, donc ils sont fanatiques, donc ils crient à mort parce que les autres sont protestants. Voilà, c'est comme ça que nous présente les choses Voltaire. Et un juge plein d'a priori, plein de préjugés contre les protestants, parce que forcément, puisqu'il était catholique, il était plein de préjugés contre les protestants, et il voulait se faire valoir. C'est un juge qui voulait se faire valoir, donc il a fait arrêter tout le monde, et il a bâclé le dossier d'instruction. Voilà, donc on a arrêté toute la famille, et Calas, alors qu'il était innocent du crime, du meurtre de son fils, a été roué vif le 9 mars 1762. C'est un crime du fanatisme des catholiques contre les protestants. Les faits, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans les dossiers. Je suis allé à Toulouse, je suis allé mettre le nez dans le dossier, j'ai l'intégralité du dossier Calas sur mon ordinateur, et je vais vous dire, maintenant, il n'y a même plus besoin de se déplacer, parce que si vous entrez dans le site des archives de Toulouse, de la ville de Toulouse, vous allez pouvoir avoir devant vous l'intégralité du dossier Calas, qui a été mis en photo. Donc vous pouvez tourner vous-même, à l'aide d'un clic, toutes les pages du dossier Calas. Et vous pouvez vérifier que rien de ce que raconte Voltaire n'est vrai. Rien. Les faits. Le 13 octobre 1761, on retrouve, rue des Filatiers, à Toulouse, dans la maison d'un marchand de draps protestant qui s'appelle Jean Calas, on retrouve le cadavre de son fils, Marc-Antoine. Voilà. La maison est fermée de l'intérieur. Il y a un mort à l'intérieur d'une maison fermée. Tous les habitants de la maison, le père, le fils, la mère et un ami de passage, Lavaïs, dont la sœur a épousé le fameux Laboumel, sous serment, jurent qu'on a trouvé le fils au rez-de-chaussée de la maison, étranglé, mort étranglé. C'est-à-dire qu'à la fin du repas, les gens ont soupé à l'étage. À la fin du repas, Marc-Antoine, le fils aîné, est descendu pour aller jouer au billard. 1 heure après, son frère a accompagné, son frère Pierre a voulu accompagner Lavaïs, l'ami de passage. Il a pris un flambeau, il est descendu pour accompagner Lavaïs pour pas qu'il se casse la figure dans les escaliers. Et en passant devant la porte de la boutique, parce que ces gens avaient une boutique, un magasin sur la rue et une boutique en arrière, la porte de la boutique était ouverte et ils ont trouvé par terre le cadavre de Marc-Antoine, mort étranglé. On a poussé des cris, on a appelé le père a essayé, il a enlevé la corde, il a essayé d'y mettre une corde autour du cou, il a essayé de le ranimer. On est allé chercher, alors on a ouvert la porte, les jeunes gens sont allés chercher de l'aide, un chirurgien, le chirurgien est arrivé, la mère affolée essayait de ranimer son fils, le chirurgien dit madame il est mort, n'insistez pas et tout, et au bout de 2 heures on a fait venir des gens, ont prévenu les autorités, les autorités sont arrivées, ils ont fait une première perquisition et ils ont arrêté tout le monde. Alors attendez, récapitulons. La maison était fermée, ils étaient 5 à l'intérieur, il y a un cadavre par terre. Je ne sais pas ce que vous auriez conclu, vous. En tout cas, le juge, il a conclu qu'il y en avait un des 5 qui était l'assassin du garçon, et ils ont arrêté tout le monde. Voilà. Alors, a priori, on ne voit pas comment Voltaire va tourner ça en crime de fanatisme, mais il s'y connaît, il va réussir. Alors, la populace, alors ça c'est Voltaire qui dit la populace, je veux dire les voisins disent, mais attendez, le fils Marc-Antoine, là, mais il devait se faire catholique demain, là, il devait faire sa communion. Alors, pour mémoire, il n'y a plus de protestants dans le royaume de France, puisque Louis XIV les a chassés, la révocation de l'édit de Nantes, il a chassé tous les protestants, puis ceux qui restent, ils font semblant d'être catholiques, puis intérieurement, ils continuent leur culte, quoi. Puis on leur fiche la paix, on n'essaye pas de les embêter au-delà. Sauf que pour certains métiers, comme par exemple pour être avocat,
les faux convertis, l'ordre des avocats, ils disent vous n'êtes pas des vrais catholiques, apportez-nous un certificat de catholicité, montrez-nous que vous êtes des bons catholiques. Voilà. Donc les protestants qui font semblant d'être catholiques, c'est mal vu. Et il y a quelqu'un dans la foule qui dit mais attendez, pas dans la foule, c'est pas la foule, hein, c'est les voisins qui sont autour, ça fait pas une foule, mais ça fait quand même une animation dans la rue. Il y a quelqu'un qui dit mais attendez, Marc-Antoine, il nous a dit qu'il voulait se faire catholique demain, c'est-à-dire qu'il voulait faire sa communion, c'est-à-dire sortir de la fausse catholicité pour une vraie catholicité. Voilà, hein, c'est ça que les gens disent. Alors, le fils Calas aurait-il voulu se convertir? Ceci pourrait-il être une raison pour le père Calas éventuellement de tuer son fils? On ne sait pas, mais les gens disent, et le magistrat prend des notes, et il embarque tout le monde. Il embarque tout le monde. La vérité de cette histoire, que beaucoup d'historiens ont étudiée en long, en large et en travers, et personne ne peut contester cette vérité. Le fils Calas avait volé son père le jour où il est mort. Il avait volé son père. Il avait volé de l'argent. Son père le faisait travailler sans le payer. Le fils était furieux. Et il a dit, il jouait au billard, et le jour de sa mort, il avait joué une somme que son père lui avait confiée, et il l'avait perdue. Où est le motif religieux, là? Vous ne croyez pas qu'il y a une raison suffisante pour un père de faire une colère furieuse, mais blanche, parce qu'on ne va pas pouvoir pousser des cris, et les voisins autour, passer une corde autour du cou du fils pour lui faire une bonne correction, et serrer trop fort? C'est la version la plus plausible. De toute façon, Jean Calas a vraisemblablement tué son fils. Tout aussi vraisemblablement, il n'a pas voulu le faire, parce qu'il aurait été aberrant pour le père Calas, qui était protestant dans un pays catholique, de se retrouver avec le cadavre de son fils sur les bras. Il est bien évident que tout le monde connaissait le fils. Donc il n'a pas pu vouloir ce meurtre. Mais il l'a commis quand même. Parce que dans la maison fermée de l'intérieur, personne n'était entré. Et il y avait un mobile de faire une correction. Voltaire le savait pertinemment. Pertinemment. Qu'est-ce qu'a fait Voltaire pour réhabiliter Calas? 10 jours après la mort de Jean Calas, il écrit « Vous me demandez peut-être, mes divins anges, ces amis argentales, pourquoi je m'intéresse si fort à ce Calas qu'on a roué? C'est que je suis homme. Et que je vois tous ces étrangers indignés. » Alors, les étrangers, c'est quand même très très important quand on s'appelle Voltaire. C'est que tous vos officiers suisses protestants disent qu'ils ne combattront pas tant de grand cœur pour une nation qui fait rouer leurs frères sans aucune preuve. C'est-à-dire que 10 jours après la mort de Jean Calas, Voltaire nous raconte qu'il est entouré de Suisses protestants, là où il habite, il y en a quand même beaucoup tout autour, et qui lui disent si vous voulez continuer d'embaucher des Suisses, il faudra arrêter de maltraiter les nôtres comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que d'emblée, on décide qu'on a roué Calas parce qu'il était protestant. Mais attendez, pour autant que je sache, Calas, il n'a pas été roué parce qu'il était protestant, il a été roué parce qu'il avait tué son fils. C'est quand même pas la même chose. Et il dit, on a fait rouer leur frère sans aucune preuve. 10 jours après, il est déjà au courant qu'il n'y a pas de preuve. De quoi il parle? De quoi il parle? Il prend fait et cause pour Calas et il dit, il faut réclamer les motifs de l'arrêt de condamnation. Cette seule démarche consolerait tous les protestants de l'Europe et apaiserait leurs clameurs. Mais attendez, Voltaire, qu'est-ce qu'il en a à faire des protestants de l'Europe? On pourrait savoir pour qui il roule, là. Qu'est-ce que ça peut lui faire, ce que pensent les protestants de l'Europe? Alors, pour la petite histoire, les protestants de l'Europe, ils sont en train de mettre la piquette à la France. Parce que la France catholique est en guerre contre l'Europe protestante à l'époque. C'est la guerre de 7 ans. Alors, ils parlent de qui, là? Ils parlent de l'ennemi, tout simplement. Tout simplement. En période de guerre, c'est bien ça dont il s'agit. Et il écrit, à propos des jeunes voix, on vient de rouer un de leurs frères, accusé d'avoir pendu son fils en haine de notre sainte religion, pour laquelle ce bon père soupçonnait dans son fils un secret penchant. C'est-à-dire qu'il commence à croire qu'on a roué Calas, non pas parce qu'il avait tué son fils, mais parce qu'il avait tué son fils, parce que son fils voulait se faire catholique. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il commence déjà à brouiller les pistes. Il dit, la ville de Toulouse, beaucoup plus sotte et plus fanatique que Genève, prit ce jeune pendu pour un martyr. On ne s'avisa même pas d'examiner s'il s'était pendu lui-même, comme cela est vraisemblable. C'est-à-dire que voilà, on est le 29 mars 1762, Calas est mort depuis 3 semaines, voilà déjà ce qui nous serine et qui va raconter absolument partout. On ne s'avisa pas d'examiner si le jeune homme s'était pendu lui-même, bien sûr que si. Sachez que 2 jours après
leur arrestation, les Calas sont tous revenus sur leur premier serment, ils en ont fait un deuxième pour expliquer qu'ils l'avaient trouvé pendu entre deux portes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait deux serments pour dire deux vérités différentes. Donc ils ont nécessairement menti sous serment, une des deux fois. Et ils ont raconté qu'ils l'ont trouvé pendu et que ce jeune homme, désespéré de ne pas pouvoir devenir avocat parce qu'il fallait un certificat de catholicité et plapla, il était désespéré, il s'est pendu et on n'a pas voulu dire qu'il s'était pendu parce que le sort réservé aux pendus est absolument abominable. Donc nous avons menti, monseigneur, maintenant voilà la vérité, notre fils s'est pendu. Qu'est-ce qu'il a raconté? Qu'est-ce qu'il a fait le juge? Il est allé immédiatement vérifier si c'était vrai. Il est impossible que le fils Calas se soit pendu. La corde était trop courte, les portes étaient trop larges, le bâton était trop étroit, c'est impossible. Toutes les vérifications ont été faites, la médecine légale, ce qui tenait lieu de médecine légale, est intervenue, le fils Calas n'a pas pu se suicider. Et Voltaire nous raconte, on ne s'avisa même pas d'examiner s'il s'était pendu lui-même comme cela était vraisemblable. C'est exactement l'inverse qui est vrai. On a immédiatement essayé de savoir s'il avait pu se pendre lui-même, et la conclusion des experts a été non, ça n'est pas possible. Calas est mort depuis 3 semaines que Voltaire commence à raconter ses mensonges à l'Europe entière. Il dit, on prétend que le 2 avril, Calas est mort le 9 mars. Et il y a 500 km entre les deux lieux, entre Toulouse et Ferney. Est-ce que quelqu'un peut-il dire combien il y a quelle distance il y a entre la Suisse et Toulouse? Il y a quoi, 500, 600 km? 600 hein? Il y a 600 km entre les deux. Ça fait 3 semaines que l'autre est mort et attendez, il n'est pas allé à Toulouse voir des... Ouais. Hein? Il a une version et il va l'élaborer. Il dit, on prétend que le fanatisme est du côté de 8 juges qui étaient de la confrérie des pénitents blancs. 5 conseillers qui n'étaient pas pénitents ont absous entièrement l'accusé. D'autres ont voulu sacrifier un hérétique. Mais vous vous rendez compte ce qu'il raconte? Il raconte ce que pensent les juges qui étaient pénitents blancs. Alors pénitents blancs, c'était des catholiques qui faisaient des processions avec des grands capuchons sur la tête. Donc on ne les connaissait pas. Et lui, il savait que sous les capuchons, il y avait des juges. Comment il le sait? Qu'est-ce qu'il raconte? Il y avait des processions de pénitents blancs. Et lui, il décide que les juges étaient pénitents blancs. Mais vous vous rendez compte de ce qu'il raconte? Comment il peut dire une chose pareille? Et ils ont absous. Et 5 conseillers qui n'étaient pas pénitents ont absous. Mais comment il sait ça? Comment peut-on raconter des choses pareilles? Et les autres ont voulu sacrifier un hérétique. Il est dans la tête des juges qui ont dit que Calas était coupable parce qu'ils ont voulu sacrifier un hérétique. Mais vous vous rendez compte de ce qu'il raconte? Comment peut-on raconter des horreurs pareilles sur des gens? Mais c'est un degré de diffamation qui est absolument inégalable. Inégalable. Le 4 avril, alors 9 mars, 4 avril, ça fait pas encore un mois que Calas est mort. Mes chers frères, il est avéré que les juges toulousains ont roué le plus innocent des hommes. Ah bon? Ah bon? Les nations étrangères qui nous haïssent et qui nous battent, alors là, ça veut dire qu'il est bien au courant quand même que la France est en train de perdre la guerre. Ça, il est au courant, ça ne lui a pas échappé. Donc les nations étrangères sont saisies d'indignation. Ah ben ça, alors ce que l'ennemi pense, ça c'est grave. Là, vous êtes d'accord. Vous êtes en guerre contre un pays. Ce qui est important, c'est ce que le pays qui est en train de vous mettre la piquette pense. Voilà. Ils sont saisis d'indignation. Jamais depuis le jour de la Saint-Barthélemy, rien n'a tant déshonoré la nature humaine. Alors attendez, la Saint-Barthélemy, c'est un massacre qui a duré plusieurs jours, qui a été abominable. Et depuis la Saint-Barthélemy, il ne s'est rien passé. La chasse aux sorcières, la fronde, l'exécution de Damien, non, il ne s'est rien passé. Depuis la Saint-Barthélemy, il ne s'est rien passé d'aussi abominable que le fait que Jean Calas ait été reconnu coupable d'avoir tué son fils. Le 15 avril, j'ai rendu compte des sentiments et des clameurs de tous les étrangers dont je suis environné. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Or, le même jour, il écrit à quelqu'un qui lui disait « Mais attendez, qu'est-ce que vous nous racontez sur Calas? Vous pensez vraiment, vous dites partout qu'il est innocent ?» Et il répond « Je ne connais que des factums faits en faveur des Calas, ce n'est pas assez pour en prendre parti. » Donc il reconnaît qu'il n'y connaît rien. Donc d'une main, il écrit partout que Calas est innocent, et de l'autre, il dit « Attendez, ne me dites pas que j'ai... Attendez, je ne suis même pas au courant, j'ai lu que des factums, je n'y connais rien. » C'est-à-dire qu'en fait, il mène une campagne politique. La vérité concernant Calas, il s'en fiche. Il est environné des ennemis de la France. Ben, il fait leur jeu, c'est tout. C'est à ça qu'il sert. Il écrit à un avocat genevois qui s'appelle Catala que
Calas avait menacé son fils et que son fils a été retrouvé mort chez le père, ce qui rend le crime plausible. Voltaire est au courant que des témoins ont pu attester que Calas avait pris un jour son fils au collet en lui disant « il t'en coûtera que la vie ». Donc Calas avait menacé son fils de mort. Et les personnes qui sont vues, et j'ai lu les témoignages, les personnes qui sont venues dire au juge « oui, j'ai vu Calas un jour prendre son fils au collet, et il m'a semblé que le fils avait volé le père. » Et c'est ça qui se passait. Le fils que le père ne payait pas prenait de l'argent dans la caisse, et un jour son père l'a menacé de mort. Donc Voltaire est au courant. Il est au courant que le fils vole le père, il est au courant que le père, devant témoin, l'avait menacé de mort, et que rien que pour ça, il pouvait être présumé coupable. Parce que la loi de l'époque, c'était la loi, c'était pas l'arbitraire, c'était la loi. Si vous menaciez de mort quelqu'un et que cette personne était retrouvée morte, vous étiez présumé coupable. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher si éventuellement vous étiez innocent, mais vous étiez présumé coupable. Et ça, Voltaire le sait, et il l'écrit. Il dit, des chirurgiens déposent qu'il n'a pas pu se pendre. Donc il est au courant de ce que les chirurgiens... chirurgien, c'était pas comme chirurgien aujourd'hui à l'époque. Hein. Chirurgien, c'était C'était un métier qui était plus proche de barbier que de médecin. Mais c'est vrai en plus, hein, c'est pas une blague. Les chirurgiens, c'était tous ceux qui intervenaient sur le corps des gens, quoi. C'est ceux qui pouvaient faire des entailles. Donc, dans le cas d'une autopsie, c'est un chirurgien qui faisait une autopsie. Voilà. Donc, il dit des chirurgiens déposent qu'il n'a pu se pendre. Mais des chirurgiens. Voltaire sait que des chirurgiens ont été appelés et qu'ils ont rendu, sous la foi du serment en justice, des rapports disant non, le fils Calas n'a pas pu se pendre lui-même. Donc, il est au courant. Il sait qu'il ne s'est pas suicidé. Et il écrit également l'arrêt du Parlement peut n'être point injuste. Voilà pourquoi il est très important de ne pas accuser les juges. C'est-à-dire qu'il va se battre pour faire casser le jugement des juges de Toulouse en sachant qu'il ne faut pas charger les juges. Mais qui va-t-il charger, à votre avis? Il va charger le peuple, il va charger l'Église, et il va charger le malheureux magistrat qui a fait un travail remarquable. Il s'appelait David de Baudry, et il va le vouer aux gémonies en le calomniant à travers toute l'Europe, en disant que ce juge était prévenu, qu'il a mal fait les choses, qu'il était fanatique. Et tous téléfilms que vous pouvez chercher sur Internet, regardez des téléfilms sur l'affaire Calas, vous allez voir le juge qui a mené l'enquête, il est présenté comme un fanatique, comme un salaud, comme un type qui n'écoute rien, qui n'est... Un type, vous savez, obscur, dur, un authentique fanatique, que jamais le magistrat David de Baudry n'a été. David de Baudry qui était un magistrat exemplaire, et à ce titre, il était régulièrement réélu par ses pairs et nommé par le roi, qui n'a eu qu'à se féliciter de son travail jusqu'à ce que le malheureux croise Voltaire. C'est une abomination, tout ce que Voltaire a fait raconter sur David de Baudry. Donc il accuse le peuple catholique pour épargner les juges. Et c'est là qu'il va sonner la charge contre le fanatisme catholique. Voltaire savait que Calas était coupable. Et la victoire de Voltaire, c'est prétendument d'avoir fait réhabiliter un innocent, alors qu'il savait, mieux que personne, que Calas était coupable. Il a écrit le traité de la tolérance au mois de mai. Calas est mort début mars. Au mois de mai, Voltaire écrit le traité de la tolérance. C'est quoi la tolérance? La tolérance, c'est ce qui a tué Calas. Il vient de décider, non pas à lui tout seul, avec ses petits amis banquiers, parce que les Genevois qu'il fréquentait, c'était pas les horlogers. Hein. Laissez-moi vous dire, c'était pas les ouvriers du 1, c'était la banque. La banque, pourquoi la banque? Parce que Louis XIV, quand il avait révoqué l'édit de Nantes, avait chassé tous les protestants, et les protestants qui étaient à Genève avait accueilli largement les protestants, ils avaient reconstitué des fortunes et ils voulaient rentrer en France. Mais ils voulaient rentrer en France, les riches voulaient rentrer en France. La banque protestante voulait rentrer en France. Et la France catholique ne voulait pas de banque. Il n'y avait pas de banque. Le prêt à intérêt était interdit. Et qui étaient les petits camarades de Voltaire qui lui ont dit « Hep, il y a on va en faire un innocent, allez, on va mener une bonne campagne et puis on va faire rentrer les protestants. » Eh bien, ils ont réussi. Ils ont réussi. C'était la banque. C'était la banque. Tout le comité de soutien de Calas, tous les gens qui ont soutenu la veuve Calas quand elle est venue à Paris, c'était la banque protestante. Et Voltaire a tellement bien réussi qu'il a réussi à faire nommer un ministre protestant, banquier protestant, Necker. C'était impensable avant.
C'est-à-dire que toute la campagne de Voltaire a consisté à dénigrer les catholiques, à les faire passer pour des fanatiques, pour des imbéciles, pour des monstres de cruauté qui rouent des innocents dans le but de faire rentrer les banquiers protestants en France. Pour les petites gens, si vous saviez le mépris que Voltaire avait pour Madame Calas, qui était une protestante pieuse et sincère. Pff, allons donc. Une huguenote imbécile, disait-il d'elle. Parce que Anne-Rose Calas était une huguenote d'une grande dignité, d'une grande foi et d'une grande probité. Donc c'était une andouille. Voilà. Par contre, la banque, c'était différent. Donc, il prépare son traité de la tolérance. Et qu'est-ce que c'est que l'intolérance? C'est ce qui interdit aux protestants de rentrer. Donc, on va prôner la tolérance pour permettre aux protestants de rentrer. C'est pas ce qu'il dit, mais c'est véritablement ce qu'il fait. Et il a écrit à un pasteur genevois au mois de mai: j'enverrai un traité de la tolérance au roi de Prusse et à quelques princes d'Europe. Je les supplierai de se joindre à ceux qui ont secouru la famille Calas, plongée dans l'indigence par l'arrêt absurde et barbare du Parlement de Toulouse. Il écrit un traité de la tolérance dans lequel il va diffamer toute la justice française, il va diffamer, comme il sait faire, le peuple français, le peuple toulousain, il va diffamer tout le monde, et il va envoyer ça à toutes les familles d'Europe, au roi de Prusse et en Angleterre. Et il demande partout de l'argent pour soutenir. Il dit on répand que plusieurs princes d'Europe, plusieurs personnes de France, d'Angleterre et de Hollande vont faire un fonds très considérable. Il lève des fonds pour soutenir la famille Calas. Il dit j'ai toujours espéré que le jugement de Toulouse serait en exécration à l'Europe et je vois que je ne me suis pas trompé dans mes espérances. Voltaire va diffamer la justice de son pays à travers toute l'Europe. Et pour la postérité, pour la France, la plupart des Français pensent sincèrement que la justice d'Ancien Régime était abominablement barbare parce que Voltaire l'a dit. Et vous avez des chercheurs, des historiens, comme notamment Benoît Garneau, qui est vraiment un historien du droit et de la justice, qui réhabilite, preuve en main, tout le système de l'Ancien Régime. On ne dit pas que c'était parfait, mais ça n'était absolument pas ce qu'en a dit Voltaire, et ça n'était ni arbitraire, ni cruel, ni irrespectueux des droits de la défense, comme l'a fait croire Voltaire. Donc il a diffamé la justice française, et il a répandu toutes ses médisances à travers toute l'Europe. Et les mémoires mensongers qu'il a rédigées lui-même pour raconter la fausse affaire Calas ont été traduits en allemand, en anglais et en hollandais. Voilà pour Voltaire. Le résultat de la campagne de Voltaire, c'est qu'effectivement, le procès de Calas a été révisé, il a été cassé pour vice de procédure. Vice de procédure. Pas parce que Calas était innocent. Ils ont trouvé un vice de procédure. C'est pas difficile de trouver un vice de procédure. D'ailleurs, j'ai lu une très intéressante étude d'une historienne qui dit qu'il est vraisemblable que le vice de procédure a été... Alors, comment s'est passé le jugement de Calas? Il y a eu un premier jugement en première instance par le Capitole de Toulouse, c'est-à-dire les magistrats de l'hôtel de ville, les capitouls. Et cette historienne pense que ce sont ces magistrats qui ont glissé un vice de procédure parce que le dossier leur faisait horreur, parce que c'est condamné à la mort un père de famille, je veux dire, c'est quelque chose qui faisait plaisir à personne, c'était vraiment un procès pénible. Et ils auraient donc glissé un vice de procédure pour qu'en appel, on puisse casser leur jugement. Or, il se trouve que le jugement a été... Alors, en première instance, Calas a été reconnu coupable, mais il a été condamné à être torturé. C'est-à-dire que le principe de la torture consistait à lui faire avouer pour avoir ses complices. Et comme Calas a fait appel immédiatement, il n'a pas été torturé, il a passé immédiatement en appel. Et l'appel, c'était au Parlement de Toulouse. Donc, vous avez des tas de gens qui disent Calas a été torturé et ensuite il a été condamné. Ben non, il a été condamné à être torturé. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Il n'a pas été d'abord torturé et ensuite condamné. Et tout le monde fait croire, tous les historiens, les faux historiens, parce que les historiens savent, les historiens mentaires, comme par exemple Michelet, il ment comme un arracheur de dents, il n'a jamais fait d'histoire, Michelet, il fait de la propagande. Et il raconte qu'on torturait les gens puis qu'après on les condamnait. Bah oui, si on ne les a pas torturés, ils n'auraient pas avoué, donc ils n'auraient pas été condamnés. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passait, c'est l'inverse. On commençait par acquérir
la conviction de leur culpabilité, et ensuite on les torturait pour obtenir leurs complices ou pour obtenir leurs aveux, parce que sans aveu, les juges avaient scrupule à envoyer à Patresse quelqu'un qui n'aurait pas fait d'aveu, donc qui risquait les peines de l'enfer. Voilà, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais c'est comme ça que ça se passait. Et ça n'était pas, on torture les gens parce qu'on croit, on ne sait pas s'ils sont innocents ou coupables et qu'il faut se faire une conviction. Il est bien évident que celui qui sera résisté à la torture et qui est un gredin, il va être considéré comme innocent, et celui qui ne supporte pas la pression physique, il va être coupable. C'est pas comme ça que ça se passait. Nos aïeux n'étaient pas complètement imbéciles, comme a essayé de nous le faire croire Voltaire, et comme il a réussi à le faire croire à toute la postérité. Voilà. Donc, Calas a été réhabilité sur un vice de procédure, qui est une broutille qui a été glissée dans le dossier, et on a dit, ah ben oui, regardez, là, il y a un vice de procédure, dont on casse le jugement. Si le jugement est cassé, Calas est considéré comme innocent, et il faudrait refaire le dossier. Il faudrait refaire une... bah oui, mais comme il est mort, on arrête là. Voilà. Et la grande victoire de Voltaire, c'est d'avoir fait croire à la terre entière que Calas était innocent et que lui avait réussi à l'obtenir, alors qu'en fait, ça n'a été qu'un vice de procédure, il y a une cassation pour vice de procédure, et le jugement de cassation s'est fait à peu près à l'époque où le traité de Paris mettait la France à genoux, et où l'Angleterre protestante signait ses conditions, où le roi de Prusse signait ses conditions, où tout le monde signait ses conditions, et les conditions, c'était les... Alors, le roi de France avait également, Louis XV avait également des raisons de vouloir mortifier le Parlement de Toulouse. C'était quand même la guerre à l'époque entre les parlements et le roi, pour des bonnes ou pour de mauvaises raisons, souvent pour des mauvaises raisons, et le roi était vraiment c'est pire qu'en délicatesse, il était en guerre ouverte contre le Parlement de Toulouse. Donc, si on lui dit, allez, bon, majesté, voilà, protestant, truc muche, et puis en plus, Parlement de Toulouse, bon, il a poussé, le roi a poussé, et il a accepté la réhabilitation de Calas. Mais personne n'a jamais dit que Calas était innocent dans ce jugement de réhabilitation. C'est simplement une cassation pour vice de procédure et rien d'autre. Donc, la culpabilisation de la population catholique par Voltaire a été particulièrement efficace. Plus personne n'osait rien dire des protestants. Les protestants étaient devenus les malheureuses victimes d'une vilaine France catholique. Et le résultat, ça a été qu'un jour, personne n'a été choqué qu'on fasse venir ministre un banquier protestant. Voilà, merci, CQFD, c'était ça qu'il fallait faire. Et le ministre protestant en question, qu'est-ce qu'il a fait au roi? Il lui a dit, vous n'avez pas d'argent? Je vous en prête. Je vous en prête. Et qu'est-ce qu'on a créé? La dette. La dette. La dette qui a mené à la convocation des États généraux. Et après, c'est la Révolution. Merci qui? Merci Voltaire. L'autre dossier pour lequel Voltaire est considéré comme un grand héros de la lutte contre l'obscurantisme, c'est l'affaire du Chevalier de la Barre. Alors, l'affaire du Chevalier de la Barre, c'est le sujet favori de tous les anticatholiques de France. Le Chevalier de la Barre, c'est un jeune homme de 19 ans, exécuté pour des broutilles en juillet 1766. Il a été exécuté pour un délit de blasphème. On a puni de mort le blasphème. On a fait plaisir à l'Église. L'évêque fanatique qui s'appelait de la Motte a réclamé une peine exemplaire. Voilà ce qu'on raconte de l'affaire du Chevalier de la Barre. Voltaire s'est déchaîné, et il a voulu qu'on écrase l'infâme. Comment, au royaume de France, pouvait-on arracher la langue et brûler un jeune homme pour des broutilles? Les faits avérés, les faits indiscutables sont les suivants. Le jeune Chevalier de la Barre, qui avait 19 ans, est mort le 1er juillet 1766. Le 14 juillet 1766, écoutez bien, 13 jours après la mort du Chevalier de la Barre, Voltaire fit circuler une relation de l'affaire qui est très bien renseignée. François-Jean de la Barre meurt à Abbeville le 1er juillet. Le 14, Voltaire fait circuler une relation de l'affaire pleine de détails absolument authentiques. 13 jours après. Dans son relation de l'affaire, il diffame l'évêque. Il dit que l'évêque était un fanatique, c'est lui qui a poussé à mort contre le Chevalier de la Barre. Il charge d'imbécilité le peuple. Le peuple s'est déchaîné contre le Chevalier de la Barre. Alors, vous savez, les broutilles en question, le Chevalier de la Barre n'aurait pas retiré son chapeau devant une procession. Et on l'a exécuté pour ça. C'est grave. Alors, si c'est pas fanatique, ça c'est quoi? On est d'accord. Vous imaginez un garçon de 19 ans quand on ne pas son chapeau, et on le tue pour ça. Et la foule crie à mort, et l'évêque fait des processions où il réclame des châtiments exemplaires, etc. Et donc, Voltaire raconte tout ça le 14 juillet 1766, et il donne les détails. Alors écoutez bien, il est à Ferney, c'est-à-dire à côté de Genève.
il donne les détails du jugement qui a eu lieu à Paris. Labarre est exécuté à Abbeville. Abbeville, c'est le nord, hein, c'est le nord de la France. Le 1er juillet, le jugement de Paris a eu lieu, disons, 15 jours avant. Et il connaît le détail, il sait quel juge a voté quoi. Mais il est vachement bien, il n'a pas le téléphone. Hein. Comment il sait tout ça lui? Et la relation de Voltaire, elle est datée d'Abbeville du 7 juillet. Voltaire envoie sa relation le 14. Il habite à 700 km du lieu. Bon, alors, je pense que c'est pas la peine de tergiverser. Il y a quelqu'un qui l'a tenu au courant. On est d'accord. Quelqu'un qui l'a tenu au courant. C'est pas quelqu'un qui vient de le tenir au courant au dernier moment en lui disant hep, 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 et qui lui a laissé le temps de rédiger tout ça. C'est bien de lui, hein, la relation. Elle est de lui. Hein, c'est sa plume, c'est lui. Bon. Donc, ça veut dire qu'il était déjà averti, qu'il connaissait tout ça. Il était déjà au courant. Alors, il n'y a pas besoin de plus de 14 jours pour qu'il soit au courant que le chevalier de la Barre a été exécuté. Mais il faut beaucoup plus de temps pour qu'il connaisse tous les détails. Parce que c'est une affaire très compliquée. Donc, Voltaire était bien au courant de l'affaire du chevalier de la Barre avant son exécution. D'accord ? C'est oui ou non? Je veux dire, c'est ça maintenant qu'il faut essayer de déterminer. Il n'a pas pu savoir tout ça compte tenu de la distance, en 15 jours, y compris le détail du vote du Parlement de Paris. Donc quelqu'un l'a renseigné. Voltaire avait sur place, à Abbeville, une nièce, la sœur de sa nièce et maîtresse. Et cette nièce était intime, amie intime, de la tante du chevalier de la Barre, de la cousine du chevalier de la Barre. Et le petit-neveu de Voltaire, c'est-à-dire le fils de cette nièce, était magistrat à Paris. Ça veut dire que Voltaire savait tout en détail depuis le début. L'affaire Labarre a commencé en août 65 et Voltaire se réveille en juillet 66, 14 jours après la mort du chevalier, pour nous montrer qu'il était au courant depuis le début et alors là, essayer de chercher quelque part ce qu'il a pu dire pour essayer de sauver ce jeune homme. Rien! Il a été au courant pendant presque un an de tous les détails d'une affaire pour laquelle il n'est intervenu nulle part. On fait de Voltaire le héros de l'affaire du chevalier de la Barre. S'il avait quelqu'un qui avait le bras long pour essayer de faire arrêter la machine judiciaire, c'est quand même lui. Il n'a rien fait. Pourquoi il n'a rien fait? Pour une première raison. La première, c'est qu'on a trouvé dans les affaires du chevalier de la Barre qui n'avait pas fait, qui avait beaucoup plus grave que de ne pas se décoiffer devant une procession. On avait trouvé un certain nombre de livres obscènes et au milieu des livres obscènes, le dictionnaire philosophique de Voltaire. Donc Voltaire dit, je ne le connais pas, c'est pas vrai, c'est un petit con, attendez, jamais je n'ai pu inspirer, mais vous vous rendez compte, il avait peur d'être mis en cause. Donc, au lieu de venir en aide du chevalier de la Barre, il l'a chargé la mule en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces jeunes gens là? Mais pas du tout, c'est des petits imbéciles. Moi, s'ils lisaient de la philosophie, ils ne se comporteraient pas comme ça envers notre sainte religion, parce que là, la sainte religion, on la défend, etc. Voltaire a chargé le chevalier de la Barre pour se disculper. Donc, il n'a rien fait pour défendre le chevalier de la Barre. Et pourquoi est-ce que cette information que je vous donne est grave? C'est que quand Condorcet a publié l'intégralité de la correspondance de Voltaire, comment il a fait? Il a écrit à tous les correspondants de Voltaire en disant « Envoyez vos courriers, on va les publier ». On ne trouve aucun courrier de sa nièce et de son petit-neveu concernant la Barre. Donc ça veut dire que tout ce qui concerne l'affaire du chevalier de la Barre a été retiré des papiers de Voltaire par Condorcet quand il a publié. Ça s'appelle de la censure. Il ne fallait pas qu'on sache que Voltaire était au courant depuis le début et qu'il n'a pas levé le petit doigt. Voilà. Alors, il s'est répandu à travers toute l'Europe en mensonges sur l'affaire du chevalier de la Barre. Il s'est répandu en atrocités fausses. Il a dit les 5 jeunes gens furent condamnés à être brûlés vifs. Il y a eu un jeune homme qui a été condamné à être décapité et un autre qui a été condamné à être brûlé vif, mais il était en fuite. C'est-à-dire que le seul qui a été condamné à être brûlé l'a été par des juges qui savaient très bien qu'il n'arrivait pas à l'atteindre et qu'il risquait rien. Comme ce jeune homme qui s'appelait Détalonde était un fils de magistrat,
Les juges qui l'ont condamné à être brûlé vif savaient pertinemment qu'il n'arriverait rien au jeune homme. C'était un de leurs amis. Donc ça a été une condamnation symbolique. Et lui, il raconte que 5 jeunes gens ont été condamnés à être brûlés vifs. Et il écrit à cette duchesse de Saxe-Gotha, « Il n'y a rien d'exagéré, madame, dans tout ce que j'ai l'honneur de vous dire. » C'est-à-dire que j'exagère, mais rassurez-vous, je n'exagère pas. Il continue, il dit « Je ne crois pas que depuis 15 siècles, il se soit passé une seule année où l'Europe chrétienne n'ait vu de pareilles horreurs et de beaucoup plus abominables, toutes produites par la superstition et le fanatisme. » Et ben voilà, on recommence. Le fanatisme de qui? Qu'est-ce qu'il raconte? Il ment. Il est en train de faire la guerre au catholicisme. Il fait la guerre à la religion catholique, qu'il déteste, pour les raisons qu'on a vues. Qu'est-ce qu'il reproche au catholicisme? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas vouloir le libéralisme économique. Là, le rempart contre l'idéologie libérale, c'était l'Église. C'était le seul rempart. Il n'y en a pas eu d'autre. Quand l'Église est tombée, le rempart est tombé. On voit dès les débuts de la Révolution, les attaques contre l'Église, elles sont galopantes, quoi. Elles sont galopantes. L'Église catholique, bien sûr. Dès le début de la Révolution, je vous ai dit, au tout début de la Révolution, le libéralisme économique a été gravé dans le marbre, hein, puisque la libre circulation des grains, etc. Et dans la foulée, on a voté ce qu'on appelle la constitution civile du clergé, qui obligeait les prêtres à obéir à l'autorité civile. C'est-à-dire la soumission des prêtres, la soumission de l'Église à l'État. C'est ça la constitution civile du clergé. C'est-à-dire que ce que voulaient les Lumières, c'est ce que la Révolution leur a donné immédiatement. C'est-à-dire le libéralisme d'un côté et la soumission de l'Église, c'est-à-dire la suggestion de l'Église pour interdire l'Église, qui était le seul rempart contre le libéralisme. Alors, il ment partout. Il dit, on a affecté de mettre dans l'arrêt qui condamne le chevalier de la Barre qu'il faisait des génuflexions devant le dictionnaire philosophique. C'est faux, il n'a jamais eu ce livre. Ben si. Si. Le chevalier de la Barre avait bien le dictionnaire philosophique. Voltaire savait qu'il avait le dictionnaire philosophique, mais il racontait partout. Ça n'est pas vrai, il n'avait pas le dictionnaire philosophique. Mentez. Voltaire disait, mentez, mes amis, mentez, je vous le rendrai dans l'occasion. Voltaire a fait du mensonge une arme quotidienne. Marion, on va bientôt pouvoir changer de caméra. Ouais. Voltaire va raconter l'affaire du chevalier de la Barre à sa manière, avec 2 versions successives des choses. Dans une première version, il raconte que à Abbeville, la Barre était, le jeune François-Jean de la Barre, était parent d'une abbesse que fréquentait, en tout bien tout honneur, hein, l'abbesse n'était pas une femme de mauvaise vie, mais c'était une abbesse mondaine, elle recevait en tout bien tout honneur un notable qui s'appelait Belleval et qui a pris ombrage de l'arrivée du jeune François-Jean de la Barre dans l'entourage de l'abbesse. Jaloux, nous dit Voltaire, le fameux Belleval, alors pour des raisons, le fait est authentique, c'est-à-dire que Belleval fréquentait l'abbesse et quand elle a pris sous sa protection ses 2 petits cousins, François-Jean et son jeune frère, les 2 petits cousins se sont moqués de ce vieux barbon, ils se sont mal comportés avec lui, et l'abbesse finalement a pris le parti des jeunes gens contre le notable. Et le notable a été humilié publiquement par François-Jean de la Barre un jour dans les rues d'Abbeville, et il a décidé de se venger. Et là, vraiment, il s'est vengé. Alors là, si quelqu'un a voulu la mort du chevalier de la Barre, c'est bel et bien Belleval. Et ça, Voltaire ne pouvait pas l'inventer. Ça, parce que c'est absolument authentique, c'est avéré. Et Voltaire, donc, le savait très bien, et c'est ce qu'il raconte. Donc, il raconte que jaloux, Belleval a dénoncé la Barre, mais, dit-il, pour ne s'être pas découvert devant une procession. C'est-à-dire que par jalousie, Belleval a fait savoir, a dénoncé le chevalier de la Barre qui ne se serait pas découvert devant une procession. Et il dit que le fait que François-Jean et ses amis ne se soient pas découverts devant une procession, c'était un oubli momentané de faire les choses bien, et que Belleval, par malignité, a transformé en insulte préméditée. Voilà. Or, malencontreusement à l'époque, un crucifix a été endommagé en ville. Donc, Belleval, immédiatement, en a fait accuser le jeune homme. Il a dit, voilà, c'est François-Jean de la Barre qui a endommagé le crucifix, c'est lui qui a refusé de se décoiffer devant une procession. Voilà. À la même époque, l'évêque d'Amiens, qui était monseigneur de la Motte, a monté l'affaire en épingle et a lancé des monitoires. Et il a même organisé une procession, et là, ça a déclenché un emballement de la population qui a réclamé la mort du chevalier de la Barre. Voilà. Donc, l'évêque d'Amiens a lancé des monitoires. Un monitoire était un appel à venir dénoncer, l'appel lancé à l'église par un prêtre à la population d'aller
dénoncer en justice des gens qu'ils protégeraient par leur silence. C'est-à-dire, vous êtes témoin d'un crime et vous ne voulez pas parler. Bon, parce que vous ne voulez pas, parce que vous n'osez pas, parce que vous ne voulez pas qu'on vous embête. Bon, le curé va vous rappeler en chair que vous êtes obligé, sous peine d'excommunication, d'aller soulager votre conscience et d'aller dire ce que vous savez à un juge. C'est ça un monitoire. C'est-à-dire que le monitoire, c'est l'obligation faite par la justice, mais transmise par le prêtre. Bon. Alors ce que nous dit Voltaire, c'est que l'évêque a lancé des monitoires pour obtenir des dénonciations du chevalier de la Barre. Et il compare l'affaire de la Barre à l'affaire Calas, qui connaît bien l'affaire Calas. Hein. Du coup, alors là, en 66, là, il sait ce qu'il y a dans le dossier. Et il dit, le monitoire d'Abbeville fit précisément les mêmes effets que celui de Toulouse contre les Calas. Alors, il est de fait que dans l'affaire Calas, on avait lancé des monitoires. Pourquoi faire? Pour savoir s'il était vrai que le fils Calas voulait se convertir. Et figurez-vous que les monitoires n'ont rien donné. Non, personne n'a. Bon, bah alors, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on a condamné Calas parce qu'on a lancé des monitoires. Non, le fils Calas n'avait pas voulu se convertir et c'est pas pour ça qu'on a condamné son père. Bref, il dit que le monitoire d'Abbeville a fait le même effet que celui de Toulouse. Il troubla les cervelles et les consciences. Les témoins excités par Belleval, comme ceux de Toulouse l'avaient été par le capitoul David, vous vous rendez compte de la diffamation qui répand sur des juges, c'est monstrueux. Ils rappelèrent dans leur mémoire des faits, des discours vagues dont il n'était guère possible qu'on puisse se rappeler exactement les circonstances, ou favorables ou aggravantes. C'est-à-dire que ce que dit Voltaire, c'est que c'est à cause des monitoires qu'on s'est souvenu de trucs vagues que le chevalier aurait fait et qui ont aggravé son cas. Donc Voltaire fait de l'affaire la responsabilité entière de l'Église, c'est à cause du monitoire, par le monitoire, que l'évêque a suscité des témoignages à charge contre le chevalier de la Barre. C'est ça qu'il nous dit très précisément. S'il n'y avait pas eu les monitoires lancés par l'évêque, il n'y aurait pas eu tous ces témoignages à charge. Et il dit, la tragédie de Calas se répète, Belleval se comporte comme s'est comporté David de Baudric. C'est absolument faux. Je vous répète, David de Baudric a été exemplaire, et d'autre part, Belleval n'a jamais été chargé de l'instruction. Et les gens à qui Voltaire s'adresse en disant « un magistrat jaloux a chargé la mule » il n'était pas chargé de l'instruction. C'est Duval de Soicourt qui a instruit le procès du chevalier de la Barre. Belleval n'a rien à voir avec ça. Belleval a été odieux, il a suscité des témoignages, mais ça n'est pas lui qui a fait le dossier, ça n'est pas lui qui a jugé. Et comme Voltaire s'adresse à des gens qui ne pourront jamais vérifier, les mensonges de Voltaire passent pour des vérités. Le magistrat chargé du travail s'appelait Duval de Soicourt. Il a fait remarquablement son travail, comme avait fait David de Baudric, et le dossier était très très lourd, très très lourd. Ça n'était pas une affaire de chapeau ou de trucs comme ça. Le dossier des jeunes gens, il n'y avait pas que le chevalier de la Barre, il y avait plusieurs, il y avait effectivement 5 jeunes gens. Le dossier était très très lourd, et les monitoires qui ont été lancés par le magistrat et pas par l'évêque n'ont rien donné. N'ont rien donné, comme dans l'affaire Calas. On lance des monitoires pour dire, quand les monitoires n'auront rien donné, il n'y a plus de témoignages, il n'y aura pas plus de témoignages qu'on en a. Donc les monitoires n'ont rien donné, ce ne sont pas les monitoires qui ont fait condamner le chevalier de la Barre. Quant au crucifix, il n'a pas été malencontreusement endommagé, il a été sabré, détruit à coups d'épée, et pas par hasard. Les mensonges de Voltaire. Voltaire va mentir dans cette affaire d'un bout à l'autre. Il dit que le monitoire invite les gens de la lie du peuple à porter des accusations contre des personnes élevées au-dessus d'eux dont ils sont toujours jaloux. C'est odieux. D'abord, le monitoire est adressé à toute la population et pas à la lie du peuple. Pour lui, peuple égale lie du peuple. Non, le peuple d'abord. Le peuple, c'est tout le monde. Et le monitoire ne s'adresse pas aux gens de la lie du peuple. En plus, qu'est-ce qu'il raconte? La lie du peuple, ils veulent charger des personnes élevées au-dessus d'eux, dont ils sont toujours jaloux. Voltaire sait que le peuple est toujours jaloux des gens qui sont au-dessus de lui. Qu'est-ce qu'il en sait? Il est dans la tête du peuple. C'est vraiment de la diffamation. Et il dit le monitoire est un ordre intimé par l'Église de faire le métier infâme de délateur. Mais non, c'est un ordre intimé par l'Église, de témoigner et pas de faire de la délation. Porter un témoignage que vous retenez parce que vous n'osez pas témoigner, c'est pas aller faire de la délation. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Et il dit que d'Étalon, qui était le fameux contumax, celui qui a été condamné à mort et qui en a réchappé, il dit de d'Étalon qu'il devait être conduit dans un tombereau à la place du marché, être attaché à un poteau avec une chaîne de fer et être brûlé à petit feu. À petit feu. Oui, attendez, il n'a pas été condamné à être brûlé à petit feu. Mais vous imaginez le pervers? Petit feu. Non mais ça veut dire quoi? En plus, alors là, de plus en plus, ça se vérifie, la plupart des gens, du moins dans les cas que j'ai croisés, qui étaient condamnés à être brûlés vifs, étaient en fait brûlés morts. On les condamnait à être brûlés vifs et on les étranglait avant. Et de toute façon, quand c'était vif, c'était à grand feu, c'était pas à petit feu. Et il dit que Labarre a été condamné à avoir le poing tranché et la langue arrachée. Ben non. Il a été condamné effectivement à avoir la langue arrachée et on ne la lui a pas arrachée, c'est-à-dire que la condamnation n'a pas été appliquée, l'exécution ne s'est pas faite et il n'a jamais été condamné à avoir le poing tranché. Mais il aurait pu dire aussi à se faire à couper les pieds ou n'importe. Il invente. Son imagination est sans borne. Et il dit à propos des profanations des jeunes gens, il dit c'était des provocations, des imprudences secrètes dont on ne se souvenait plus. Il raconte que les jeunes gens avaient simplement fait des imprudences qui n'avaient gêné personne et que sans ces monitoires, personne ne les aurait su. C'était des légèretés d'enfants oubliés depuis plus d'une année qui ne furent tirées de leur obscurité que par les moyens d'un monitoire qui les fit révéler, monitoire fulminé sur un autre objet, monitoire qui forma des délateurs, monitoire tyrannique fait pour troubler la paix dans les familles. C'est odieux. Tout est faux dans ce qu'il dit. Les monitoires n'ont été fulminés qu'après que tous les témoignages ont été entendus. Et les témoignages ont commencé le lendemain de la profanation. Les gens se sont rués chez le juge, indignés de ce qu'ils avaient vu. C'était pas des indiscrétions oubliées qu'on a ressorties. Les gens étaient indignés. Les gens qui le matin passaient sur le petit pont qui s'appelait le pont, je me souviens plus. J'ai vu les lieux, hein, je me suis promené, j'ai repéré tous les lieux. Il y avait un crucifix et les gens faisaient leur dévotion au crucifix en passant, ils faisaient un baiser en passant, ils faisaient un signe de croix et tout. Ils arrivent le matin, le crucifix, mais en morceaux, quoi, en miettes. Donc ils ont hurlé, on a appelé la police, les gens sont croyants, ils vouent une dévotion à un Christ et eux, ça les amuse de le détruire. Donc c'est pas malencontreusement une charrette qui serait passée, mais pas du tout, c'est véritablement, c'est plus qu'une profanation, c'est-à-dire c'est une insulte à la religion des gens, c'est une insulte au petit peuple, et c'est comme ça que c'était entendu. Les gens l'ont pris comme une insulte à leur foi, et c'est comme ça qu'il faut l'entendre, parce que c'était des gens qui étaient vraiment méprisants, comme pouvait l'être Voltaire. Donc il dit... Des légèretés d'enfants oubliés depuis plus d'une année, c'est totalement faux. Les gens se sont rués. Moi, j'ai vu les premiers témoignages. Il y avait des dizaines de gens qui sont venus témoigner. Pas seulement de ce qui concernait le crucifix, mais de toutes les provocations que ces petits salopards faisaient à la population toute la journée. C'était des fils de notables, c'était des petits bons à rien, c'était des gosses de riches, quoi, qui s'amusaient à provoquer la population. Et là, le bris du crucifix, ça a été la provocation de trop. Et là, la population était indignée. C'est-à-dire que tout ce que raconte Voltaire pour dire que c'était des broutilles est totalement faux. C'est totalement faux. Et le monitoire qui forma des délateurs, monitoire tyrannique, mais c'est invraisemblable, c'est totalement faux. Et il reprend l'idée de l'italien Beccaria. Beccaria était je ne sais même pas si c'était un magistrat d'ailleurs, c'est même peut-être ni un avocat ni un magistrat, enfin je vois-t-il, c'était un Italien qui avait écrit des délits et des peines que Voltaire avait fait traduire en français et qui disait la justice est trop injuste, il faudrait proportionner la peine au délit. Et voilà ce que nous dit Voltaire. En reprenant les arguments de Beccaria, il dit pourquoi punir un délit d'opinion, c'est-à-dire ne pas retirer son chapeau, puisque lui, il retient l'histoire du chapeau, le crucifix, il ne le retient pas. Pourquoi punir un délit d'opinion du même supplice dont on punit les parricides et les empoisonneurs? C'est invraisemblable. Labarre a été condamné à avoir la tête tranchée. Vous savez ce qu'on leur faisait aux parricides et aux empoisonneurs? Mais c'est des supplices abominables. Il dit qu'il faut proportionner les délits et les peines, et il fait croire que pour une broutille comme une profanation, c'était pas une broutille la profanation, mais c'était considéré comme un blasphème, et il n'y avait pas de peine de mort pour le blasphème dans le royaume de France, c'est-à-dire que le jugement de condamnation de Labarre était un déni de justice, clairement. Les juges qui ont condamné Labarre à la mort n'auraient pas dû le faire, mais ils pourraient commencer par dire ça, au lieu de raconter au lieu de dire qu'on punit un délit d'opinion du même
du même. C'est effrayant les mensonges qu'il peut proférer. Et alors, il écrira plus tard en 69, lorsque le chevalier de la Barre, petit-fils d'un lieutenant général des armées, jeune homme de beaucoup d'esprit et d'une grande espérance. Ah bah oui, alors beaucoup d'esprit et d'une grande espérance, il savait à peine lire et écrire. C'était un bon à rien. Sa cousine, l'abbesse, disait, elle se demandait ce qu'elle allait faire de ce jeune Blanc-bec, quoi. Il ne savait rien faire. Il savait rien faire. C'était bon, il était orphelin. Bon, il n'avait pas reçu l'éducation qu'il aurait dû, c'est certain. C'est d'ailleurs pour ça que c'est lui qui a pris, parce qu'ils étaient 5. Hein. C'est celui qui n'avait pas de père qui a pris. Les autres, en plus de ça, c'était tous des pères magistrats. Ils se sont drôlement mobilisés, les papas, pour libérer leurs gamins. Et puis lui, bon, bah, voilà. Alors, il dit, ayant toutes les tourderies d'une jeunesse effrénée, il fut convaincu d'avoir chanté des chansons impies et même d'avoir passé devant une procession de capucins sans avoir ôté son chapeau. Si vous voulez que je vous fasse la liste de toutes les profanations que ces petits salauds ont faites, alors, le même matin qu'on a découvert le crucifix brisé, on a découvert des excréments au pied d'un crucifix dans un cimetière. Alors les excréments, c'était à couronne, hein, ils en avaient fait autour, et ils avaient mis le papier sur lequel c'était essuyé sur la tête du Christ. C'était des étourderies, c'était rien du tout. Et il raconte que... Alors, il y avait également des masturbations sur des hosties consacrées. Alors, ça, c'est certain que c'est Belleval qui a obtenu ces témoignages, mais il ne les a pas inventés. Il ne les a pas inventés. C'est-à-dire qu'il est de fait que ces jeunes gens s'amusaient à ça. Et ils s'amusaient à ça, pourquoi? Pour choquer le populo. Et pour que le populo soit choqué, il fallait lui faire savoir. Donc rien n'est inventé là-dedans. Il est de fait que Belleval, par haine de la Barre, est allé solliciter des témoignages. Il ne les a pas inventés. C'est ça la vérité sur le chevalier de la Barre. S'il n'y avait pas eu la haine de Belleval, le dossier du chevalier de la Barre n'aurait pas été alourdi. Mais il a été alourdi par les faits. Ces jeunes gens s'amusaient en permanence à choquer la population par toutes les profanations qu'ils pouvaient. Et quand ils ont brisé le crucifix, c'était celle de trop. Voilà. Alors, il raconte que il a été condamné à avoir la langue arrachée, à la main coupée et à être brûlé à petit feu. N'importe quoi. Et il dit qu'on l'a même appliqué à la torture pour savoir précisément combien de chansons il avait chanté et combien de processions il avait vu passer le chapeau sur la tête. C'est une invention totale. On l'a torturé comme on faisait à l'époque pour avoir ses complices. Il a résisté à la torture, il n'a rien dit, il est mort très courageusement. Et on sait de source du dossier, que les juges qui étaient épouvantés de ce jugement, c'est-à-dire, je vous expliquerai dans quelles conditions, les juges ne voulaient pas la mort du chevalier de la Barre. Ce sont les juges d'appel à Paris qui ont chargé le dossier pour le condamner. Parce que les juges de Paris voulaient la condamnation du chevalier de la Barre. Donc les juges d'Abbeville étaient épouvantés à l'idée d'exécuter ce jeune homme. Ils ont rendu un premier jugement en disant à Paris, ils vont alléger, quoi. Et le jugement a été alourdi à Paris. Donc, je sais, de source du dossier, que quand ils lui ont appliqué la question, ils l'ont fait de la façon la plus légère possible. Et ils l'ont interrompu avant son exécution. Et pas pour savoir combien il avait chanté de chansons et combien il avait passé de processions, mais simplement pour avoir ses complices. Le chevalier de la Barre n'a pas nommé ses complices, il est mort sans charger les autres. Voilà. En 1775, c'est-à-dire quelques années plus tard, Voltaire va reprendre toute l'affaire, il va la recommencer, mais au lieu de charger Belleval, comme il l'a fait, il va charger Duval de Soicourt. Et il va faire de Duval de Soicourt celui qui fréquente l'abbesse, qui est jaloux, et il va massacrer la réputation de ce juge. Il va définitivement briser, et Duval de Soicourt était en fin de carrière, il lui manquait, pour avoir une belle retraite, il lui manquait une reconnaissance ça a été définitivement perdu pour lui, à cause de Voltaire. Voltaire a fait de Duval de Soicourt l'ennemi irréductible de l'abbesse, c'est absolument faux, c'est de la diffamation. Et il dit, il est public que Duval de Soicourt se conduisit précisément dans Abbeville comme le capitoul David avait agi contre les innocents dans l'affaire de Calas. Et il recommence. Il a dit en 76, je crois, il a écrit « Le chevalier de la Barre et son jeune ami dont je parle devaient être appliqués à la torture ordinaire et extraordinaire, qu'on leur couperait le poing, qu'on arracherait la langue avec des tenailles, qu'on les jetterait vivants dans les flammes. »
ce qui n'a jamais été le cas. Des juges qui se rendirent coupables de cette sentence abominable, l'un était ennemi déclaré des parents des jeunes gens, ce qui est faux, et l'autre vendait des cochons. C'est-à-dire qu'un des magistrats requis pour juger du chevalier de la Barre, personne ne voulait juger la Barre à Abbeville. Personne ne voulait, ils étaient tous impliqués, ils avaient tous des gamins qui avaient participé au truc. Ils ont été chercher un avocat qui, un temps, avait été marchand de bestiaux. Alors, marchand de bestiaux égale marchand de cochons, donc abomination. S'il avait vendu des nègres, je pense qu'il aurait eu droit au respect de Sa Majesté le roi Voltaire. Voilà. Et en 1777, il écrit de nouveau condamné à la torture ordinaire, extraordinaire, à l'amputation du poing, à l'amputation de la langue arrachée avec des tenailles, enfin être brûlé vif. Non, non, non et non. Le chevalier de la Barre a été décapité d'un coup de sabre net. Clac. Il est mort en une fraction de seconde. C'est une honte. Tout ce qu'on raconte sur le chevalier de la Barre et qui est repris de Voltaire est une honte. Il y a des dossiers qui existent, il y a des historiens qui ont fait le travail. La vérité concernant la Barre, c'est que la Barre était un profanateur avec d'autres qui s'amusaient à choquer les gens, non seulement par des provocations cléricales, mais obscènes. Ces jeunes gens étaient obscènes. Ils s'amusaient à choquer les gens. C'était les femmes de l'époque. À l'époque, les femmes à Abbeville, ils avaient des talons rouges. Mais je vous assure, c'est ça. C'est-à-dire, on veut choquer les gens, on va faire tout ce qui va choquer les gens parce que ça fait rire. C'était des petits salauds. Mais attendez, ils avaient 17 ans. Ça ne mérite pas la mort. Mais ce n'est pas la même chose que de les avoir accusés d'avoir simplement oublié d'enlever leur chapeau. Vous voyez ce que je veux dire? La population était indignée. Belleval a été odieux d'un bout à l'autre, mais il n'a pas été chargé de l'enquête, il n'a pas été chargé du jugement, il n'avait rien à voir. Duval de Soicourt a été un magistrat irréprochable. Et l'Église a tout fait pour sauver la Barre, tout fait. L'évêque, Monseigneur de la Motte, a fait une procession en ville. Pieds nus, la corde au cou, il a demandé à Dieu de lui faire porter à lui le châtiment. Il a demandé la grâce du chevalier de la Barre. Dans son sermon, Monseigneur de la Motte a dit « Ces jeunes gens se sont rendus passibles des tourments éternels dans l'autre monde et de châtiments exemplaires dans celui-ci. » Et hop, on s'arrête là et on dit « Regardez, le chevalier de la Barre a été condamné parce que Monseigneur de la Motte a appelé à des châtiments exemplaires, etc. » Mais ils ne disent pas à la fin de la phrase « Mais parce que votre charité, ô mon Dieu, etc., etc., je demande à moi de porter, faites grâce, ô mon Dieu, pardonnez à ces jeunes gens. » Et ça, bien sûr, on ne dit pas. Ça, bien sûr, on ne dit pas. Le Monseigneur de la Motte a fait la procession pour porter sur lui la faute. Et ensuite, il est allé à Versailles et il a supplié le roi de sauver la Barre. Monseigneur de la Motte a mobilisé toute l'Assemblée générale du clergé qui se réunissait tous les 2 ans et qui précisément se réunissait là. Il est allé les mobiliser, ils sont allés en délégation voir le roi. Ils ont supplié de sauver le chevalier de la Barre. Pendant ce temps-là, Voltaire, il faisait rien. Il disait, moi je connais pas, moi je n'ai rien à voir avec ce gars-là. C'est-à-dire que l'Église s'est mobilisée pour sauver le chevalier de la Barre et on charge l'Église d'avoir voulu sa mort. Et tout ça, c'est Voltaire qui l'invente. Et en fait, pourquoi est-ce que le chevalier de la Barre, pourquoi était-il si important pour le Parlement de Paris? Parce qu'en fait, les juges locaux, ils écrivaient régulièrement au procureur général, qui était quand même leur supérieur hiérarchique, qui siégeait à Paris, le procureur général il siégeait au Parlement de Paris, il leur écrivait régulièrement pour leur dire l'état d'avancement. Les juges d'Abbeville voulaient se débarrasser d'un dossier qui mettait en cause les fils de leurs amis. C'était une histoire insupportable pour eux. Donc ils ont passé leur temps à tenir au courant les magistrats de Paris, le procureur général de Paris, et le procureur général disait non, attendez, c'est vérité, c'est le moment, c'est vérité. Donc ils ont rendu un jugement sévère, puis après ils ont envoyé pour appel. Bon. Et ensuite, à Paris, quel était l'intérêt du Parlement de Paris d'aggraver la sentence? Eh bien, je vais vous le dire. Ils avaient une haine particulière contre Monseigneur de la Motte. Monseigneur de la Motte était un évêque qui, dans les grandes querelles qui ont secoué le siècle, prétendait que la justice civile n'avait pas à se mêler de sacrements et d'affaires religieuses. Les juges jansénistes de Paris prétendaient que les juges pouvaient mettre en prison un prêtre qui aurait refusé les sacrements à quelqu'un parce que les juges pouvaient connaître d'affaires religieuses.
L'ingérence du religieux, du laïque dans le religieux est l'affaire du siècle et non pas l'ingérence du religieux dans le laïque. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que l'Église était très puissante à l'époque et qu'elle influençait les juges, alors que c'est l'inverse qui est vrai. Les juges étaient très puissants et voulaient se mêler d'affaires de l'Église. Et ce sont les juges qui auront le dernier mot, parce que la constitution civile du clergé, c'est la soumission de l'Église à l'État. C'est ça que voulaient les juges. Or, Monseigneur de la Motte avait dit qu'il était prêt au martyre pour défendre les droits de l'Église, qui était de juger d'affaires religieuses sans que des juges laïcs viennent les terroriser. Et les juges étaient tellement, les juges parisiens, c'était dans les années 50, c'est-à-dire 10-12 ans avant l'affaire du Chevalier de la Barre, les juges parisiens avaient une telle haine de Monseigneur de la Motte qu'ils avaient essayé de le faire arrêter. Et comme Monseigneur de la Motte avait une réputation de sainteté absolument incontestable, le roi l'avait sauvé in extremis. Donc, plus Monseigneur de la Motte suppliait qu'on sauve le Chevalier de la Barre, et plus les juges se faisaient un malin plaisir de charger la mule. La mort du Chevalier de la Barre est un crime anticlérical et pas un crime religieux. Et ça, je peux vous le garantir. Ça, on trouve tout dans le dossier. Maintenant, qu'est-ce que c'est que tous les mensonges de Voltaire contre le monitoire? Je vais vous dire. Le monitoire est l'appel fulminé à l'Église par un prêtre consistant à obliger les fidèles à dire ce qu'ils savent d'un crime sous peine d'excommunication. Je vous ai donné la définition. Que dit Voltaire des monitoires? Il dit une grande preuve de l'illégalité de ces monitoires, c'est qu'ils n'émanent point directement des magistrats et que c'est le pouvoir ecclésiastique qui les décerne. C'est exactement l'inverse. Le monitoire est décerné par la justice laïque et elle fait obligation à l'Église de s'y soumettre. Voltaire ment, et je vais vous dire, l'ordonnance criminelle de 1670, qui était le code pénal de l'époque, dit à son titre 7, « Tout juge, même ecclésiastique, et ceux des seigneurs pourront permettre d'obtenir des monitoires, encore qu'il n'y ait aucun commencement de preuve ni refus de déposer par les témoins. » Article 2, « Enjoignons aux officiaux, c'est-à-dire aux juges ecclésiastiques, à peine de saisie de leur temporel, d'accorder les monitoires que le juge aura permis d'obtenir. » Un juge laïque le roi donne obligation aux juges ecclésiastiques d'obéir aux juges laïcs quand ils veulent des monitoires. Les monitoires sont imposés à l'Église et pas l'inverse. L'Église est obligée de fulminer des monitoires. Et tenez-vous bien, article 5 de la loi au titre des monitoires, les curés et leurs vicaires sont tenus, à peine de saisie de leur temporel, à la première réquisition, de faire la publication du monitoire qui pourrait néanmoins, en cas de refus, être faite par un autre prêtre nommé d'office par le juge. Un prêtre qui refuse de fulminer un monitoire en chair peut se voir saisi de tous ses biens. Qui dirige qui? Et Voltaire dit exactement l'inverse. Tout le monde détestait les monitoires. Le public détestait les monitoires parce que les paroissiens n'aimaient pas qu'on vienne les titiller dans leur conscience par voie de justice. Les affaires du bon Dieu et les affaires de leur conscience, ils ne voulaient pas que les juges s'en mêlent. En quoi ils n'avaient pas tort. Donc le public détestait les monitoires. Les prêtres détestaient les monitoires parce que les prêtres ne voulaient pas se faire les auxiliaires de la justice. Ils n'étaient pas là pour ça. Et la hiérarchie ecclésiastique, en 1760, nous sommes en 1766, en 1760, l'Assemblée générale du clergé avait de nouveau essayé d'obtenir du roi qu'il les débarrasse des monitoires. Personne ne voulait des monitoires, sauf les juges et le roi. La papauté elle-même voulait libérer l'Église de France de cette ingérence malvenue et toutes ces tentatives avaient été vaines. Le roi voulait continuer de se servir des monitoires. Et Voltaire va raconter à tout le monde que le monitoire a été fulminé par l'évêque parce que l'Église, etc., etc. Voltaire n'y connaissait absolument rien. Il a menti comme un arracheur de dents. Il n'a jamais recherché la vérité. Et tous les mensonges que Voltaire a proférés continuent de déverser de la France de l'Ancien Régime une image totalement faussée, totalement erronée, qui maltraite le peuple de France dans ce qu'il a été, qui maltraite le roi. Bon, les rois, ils avaient les moyens de se défendre, mais le peuple français est gravement, gravement diffamé dans toutes ces horreurs, et en particulier l'Église catholique. Et moi, je tiens particulièrement à lever cette diffamation, parce que j'étais très catholique étant jeune, et j'ai cessé de l'être quand on m'a inculqué toutes ces horreurs. Voilà. C'est-à-dire que toutes ces horreurs ont été absolument efficaces jusqu'à me faire abandonner
une foi, une conviction qui m'avait été léguée par mes parents, par mes grands-parents, par la longue chaîne de mes aïeux qui ont toujours vécu dans une France catholique. Et la France catholique a été gravement diffamée par ces gens-là qui n'ont proféré que des mensonges. Que des mensonges. Donc voilà, je pense que rétablir la vérité, alors je fais pas là je fais vraiment de l'histoire, je suis une chercheuse de vérité, c'est ça qui m'intéresse. Je ne cherche pas à défendre l'Église catholique, moi je défends la vérité. Hein. Et quand il s'agit de défendre les protestants, je sais faire aussi, hein, je l'ai fait déjà. Voilà, donc c'est pas le... Je défends la vérité, notamment défendre l'humanité merveilleuse de Jean Calas. Je veux dire, Jean Calas est mort, on ne peut pas dire en héros, mais la mort de Jean Calas a ça de sublime, c'est que il a résisté à la torture, on l'a torturé pour lui faire avouer ce que les autres avaient fait. La population de Toulouse était persuadée que toute la famille était coupable. Il y a des gens sérieux pour croire que la totalité de la famille était coupable. Et en n'avouant pas, sous la torture, Jean Calas a protégé les siens. C'est-à-dire qu'il a pris la faute sur lui. Donc il a résisté à la torture, il n'a jamais avoué. Et il est mort non pas en héros, parce qu'il avait quand même tué son fils, mais en bon père et en bon mari. Et je pense que il mérite notre hommage et notre respect à ce titre. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, Merci. Voilà. Je vais peut-être y arriver. Vous avez des questions? Oui. J'ai une question. En fait, il y a une citation de Voltaire qui dit « Je meurs en adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne détestant pas mes ennemis, en haïssant la superstition. » Et moi, j'avais entendu dire de quelqu'un que Voltaire s'était converti au catholicisme avant de mourir. J'en crois pas un mot, mais je ne suis pas spécialiste de la mort de Voltaire, qui est une... En soi, c'est déjà un sujet d'étude. Donc, je n'ai pas étudié la mort de Voltaire. Je suis persuadé qu'il était capable de mentir jusqu'au dernier moment, quoi. En adorant Dieu, mon œil. Il y a des témoignages qui ont été divulgués sur le fait que il poussait des hurlements tels en arrivant à mourir que c'est comme s'il avait le diable qui le tirait par les pieds. Alors bon, on n'est pas obligé de croire au diable, mais lui qui avait quand même passé sa vie à faire le mal autour de lui, il y a des forts soupçons de pratiques satanistes concernant Voltaire. Hein. Il y a de très forts soupçons. Je n'ai pas étudié la piste, mais des gens sérieux, comme notamment le professeur Xavier Martin, qui a vraiment, c'est vraiment un chercheur extrêmement minutieux, extrêmement pointilleux, jamais pris en défaut, dit également qu'il y a des soupçons de satanisme concernant Voltaire. Donc au dernier moment, il en appelle à Dieu, Il paraît qu'il poussait des hurlements tels face à la mort que son médecin Tronchin, qui je pense était un bon médecin et a été un médecin fidèle, il voulait pas voir ça, quoi. C'était insupportable. Voilà. Donc j'ai pas étudié le truc. C'est un petit peu des on-dit que je suis beaucoup plus formel quand je vous raconte la réalité du chevalier de la Barre et de Calas. Voltaire mourant en adorant Dieu et en aimant ses ennemis, c'est ça? Ouais. Il a poursuivi les gens de sa haine jusqu'à son dernier souffle. Non, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Maintenant, c'est peut-être vrai. Je sais pas, peut-être qu'il a eu une illumination de dernier instant. De toute façon, comme on dit, la religion chrétienne, c'est ce qu'elle prétend. Hein, c'est que tout le monde peut être pardonné, il suffit d'avoir... voilà, c'est ce qu'on prétend. En haïssant la superstition, on peut savoir ce que c'est la superstition. C'est quoi la superstition? Pour lui, la superstition, c'est de croire en Dieu. Il faudrait savoir. Il dit une chose et son contraire, ça dépend à qui il s'adresse. Alors moi j'ai lu votre livre, j'ai vraiment apprécié. Alors ceux qui l'ont acheté, je confie que c'est vraiment un bon livre. Juste une question, vous mentionnez donc au début de l'affaire Calas, vous parlez d'une autre affaire qui s'appelle l'affaire Sirven et que vous dites que vous ne l'aborderez pas dans votre... Par histoire d'avoir un petit bonus. Alors non, parce que comme je ne l'ai pas étudié, non. L'affaire Sirven, c'est au même moment que l'affaire Calas, ce sont deux affaires qui se croisent. Sirven est un protestant dont la fille est morte. On l'a retrouvé, sa fille, dans un puits, et il a été également accusé de l'avoir... voilà. Donc les deux affaires se croisent à peu près. Hein. Et Sirven, alors Voltaire a raconté que Sirven a été pendu, il n'a pas été pendu, il s'en est tiré. Et c'est une affaire dont Voltaire s'est servi et dans laquelle il a beaucoup menti. Il est vraisemblable également que Sirven aurait été également coupable. Mais
j'ai pas voulu étudier le truc parce que ça mérite de... Vous savez, c'est entrer dans un dossier comme le dossier Calas ou le dossier du Chevalier d'Abar, vous imaginez pas les heures de travail que ça demande. C'est pas les heures, ça se calcule en semaines et en mois, quoi. C'est un travail de fou. Donc je me dis, si je me lance dans l'affaire Sirven, ça va être au détriment d'autre chose, quoi. Mais il y a eu des choses intéressantes écrites sur l'affaire Sirven. Si, je sais qu'il y a un livre très bon dont je n'ai pas le nom d'auteur, qui correspond dans l'affaire Sirven à ce à quoi correspond celui qui a travaillé sur l'affaire du Chevalier de la Barre. C'est-à-dire des chercheurs qui sont allés aux archives éplucher l'intégralité du dossier judiciaire. Une fois que vous avez l'intégralité d'un dossier judiciaire, vous avez la vérité sur un dossier. C'est ça qu'il faut faire. Donc, travailler sur l'affaire Sirven à propos de ce qu'a dit machin et de ce qu'a dit truc, c'est travailler sur ce qu'on dit de l'affaire Sirven. Travailler sur l'affaire, c'est aller sur le dossier. J'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai consacré. Je peux éventuellement décider demain de le faire, mais si vous saviez tout ce que j'ai envie de faire avant ça, c'est, par exemple, j'ai envie de m'attaquer à Voltaire antisémite, là, ça va être beaucoup plus drôle. Alors là. Le sujet. Non, mais j'ai pas le temps en plus. Je dis ça, mais j'ai pas le temps. J'ai beaucoup d'autres choses. Non, mais je dis ça sous forme de boutade, parce qu'un jour, il va falloir s'attaquer à la bête quand même. L'inventeur de l'antisémitisme moderne, c'est lui. Hein. C'est clair. Je veux savoir, parce que la République, en fait, se reconnaît comme Voltaire. Ah oui, tout à fait. Et vous dites qu'il est antisémite, mais comment c'est possible que la République ose dire ça? Elle ment. Ouais, mais parce que c'est quand même écrit, ces bouquins, ils sont disponibles, etc. La République ment. Okay. La République ment. Ils mentent, attendez. Ils mentent. Allez voir ce qu'ils racontent sur le site de ministère de la Justice sur l'affaire Calas. Attendez, ils mentent pas, ils relayent des mensonges. Voilà, on va mettre un bémol. Ils relayent des mensonges. Comment c'est possible? Par le mensonge. Par le mensonge, tout est possible. Ils ne mettent pas, en fait, les citations racistes. Ils ne mettent pas ces citations-là, en fait. Ah non, les citations racistes de Voltaire, il faut les chercher. Oui. Même des livres que j'achète à la FNAC. Mais qu'est-ce que vous pouvez acheter à la FNAC, par exemple? J'en sais rien. Non. Si vous achetez, par exemple, le dictionnaire philosophique de Voltaire à la FNAC, vous allez trouver ces citations antisémites. Attendez, je vais vous expliquer comment ils vont faire. Moi, j'avais à la fac une prof qui me disait « Antisémite, Voltaire, pas du tout, il s'attaquait au judaïsme en tant que religion, parce qu'il avait bien le droit d'attaquer la religion. » Bah alors d'abord j'ai compris que, fallait pas dire que Voltaire était antisémite, déjà quand vous le dites plac, quand vous faites, parce que moi c'était ma prof qui m'a dit ça. Et Voltaire s'est attaqué aux juifs en tant que race, c'est un raciste. Il s'est jamais attaqué à la religion juive, il n'en avait rien à faire de la religion. De toute façon il détestait toutes les religions, il les mettait toutes dans le même sac. Il s'est attaqué aux juifs de façon raciste. Mais quand vous le dites à la fac et qu'on vous dit arrêtez, taisez-vous, etc., si vous voulez votre diplôme, vous... Bah, essayez de dire publiquement que Voltaire était raciste, était antisémite. Essayez. On vous relayera peut-être. Il y a des choses à ne pas dire. Le mensonge, c'était l'arme de Voltaire. Voltaire disait on changera les choses par l'opinion. En quoi il n'avait pas tort, mais qu'est-ce que l'opinion? L'opinion, c'est une population chauffée à blanc par les mensonges. Ben, ça a donné la Révolution. Et les horreurs de la Révolution, c'est grave, quoi. C'est grave. Tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment pendant la Révolution, on ne peut pas comprendre, quoi. C'est ça, et puis un mensonge proféré suffisamment de fois devient une vérité, voilà. Calas était innocent. Donc Calas était innocent. Bon. Ben voilà, qui c'est qui a tué son fils? Ah, il s'est suicidé. Ah ben non. Ah ben alors, Calas était innocent. Voilà. Il s'est pas suicidé, peut-être je sais pas. Il y a des gens qui ont dit un gars de passage, un rôdeur. Ben voilà, un rôdeur. On a tout envisagé, sauf que le père, à qui le fils venait voler de l'argent, et puis serrait trop fort. On a inventé n'importe quoi pour faire passer le mensonge pour la vérité. Il y a même des gens qui ont dit il était possible. Alors ça c'est le truc le plus délirant concernant la mort de Marc-Antoine Calas. Il y a des gens qui ont dit il était possible que Marc-Antoine se soit suicidé, même si, parce qu'on disait que le père avait dit il s'est suicidé avec une barre entre deux portes. La barre était trop courte, les portes étaient trop larges, le machin. Enfin bon, c'était pas possible. Et il y a des gens qui sont arrivés en disant il aurait pu se pendre à la poignée d'une porte.
et en glissant, s'étrangler. Bah oui, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que son père il avait trouvé à la poignée d'une porte? On invente n'importe quoi. On est allé inventer des hypothèses qui ne sont pas dans le dossier pour justifier que Calas était innocent. Calas était innocent puisque Voltaire l'a dit. C'est la vérité. Circulez, il n'y a rien à voir. Non, c'est fini maintenant. Ce genre de mensonge, c'est fini, ça suffit. Maintenant, il y a Internet. Maintenant, les gens ont les moyens de savoir. Les gens ont les moyens de savoir. C'est ça qui embête le système maintenant. C'est que la vérité commence à avancer. Et moi, il n'y a encore pas longtemps, je croyais à tout ça. Moi, j'ai écrit de la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise. C'est un des livres que j'ai apporté là. Quand je l'ai écrit, j'ai écrit d'abord les articles sur égalité et réconciliation. Et quand je suis arrivé à Voltaire, j'ai dit Voltaire a fait réhabiliter l'innocent Calas. Ça veut dire qu'en 2011, j'étais persuadé que Calas était innocent. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Puis après, j'ai mis le nez dans le dossier. Alors, quand j'ai publié le livre, hein, j'ai retiré l'innocent Calas. Hein, quand j'ai publié le livre. Mais à l'origine, c'était des articles que j'avais faits et qui ont été compilés pour faire le livre. Donc, je suis comme tout le monde, j'ai cru que Calas était innocent. Je suis comme tout le monde, j'ai cru que la Révolution était une grande révolte populaire et que le peuple, etc. J'ai cru tout ça. J'ai cru parce que je suis dans un système qui me le fait croire depuis que je suis petite. J'aimerais revenir sur le sous-titre de votre livre. Donc, ça s'appelle Voltaire, une imposture au service des puissants. Ouais. J'aimerais comprendre ce que vous entendez par là, en fait, parce que quand on lit le livre, on se demande qui sont les puissants, étant donné qu'ils cassent du sucre, finalement, sur tout le monde. Alors, à vous entendre, je comprendrais que ce seraient les banquiers protestants. Bon, la finance internationale. Alors, La finance, ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que Voltaire, consciemment, voulait soutenir la finance? Et c'est ça que j'aimerais bien comprendre. Voltaire était un libéral qui voulait venir à bout de la religion protégeant les petits pour instaurer, il faisait partie de ce mouvement libéral qui voulait instaurer le règne de l'argent. C'est-à-dire, on va remplacer les anciennes valeurs par le règne du profit. D'accord? Donc, il faisait partie de ce mouvement-là. Donc, ce que voulait Voltaire, c'était renverser l'ancien monde, mais il faisait partie, il y avait des coteries, il y avait des mouvements, il y avait un mouvement, notamment la franc-maçonnerie, qui était tous les amis de Voltaire, pratiquement pas tous, mais beaucoup des amis de Voltaire étaient francs-maçons, et la franc-maçonnerie voulait véritablement se débarrasser de l'ancien système à base religieuse pour le remplacer par ce qui est devenu la République maçonnique, où l'argent devient le critère, le profit devient le critère. Donc, les puissants, c'est bien évidemment, au moment de l'affaire Calas, on a compris, c'est la banque protestante, mais la banque protestante, c'est pas l'obsession de Voltaire pendant toute sa vie. C'est une évidence. Mais, par exemple, la banque protestante, Frédéric de Prusse, il n'en avait rien à faire, lui. Il n'en avait rien à faire, c'était pas son souci. Et Voltaire a quand même fricoté avec le roi de Prusse. Vraisemblablement, entre Voltaire et le roi de Prusse, il y a quelque chose qui ressemble à une espèce de pacte satanique, quoi. Il y a vraiment des trucs. Donc, renverser le pouvoir de l'Église et renverser tout le système qui protège la population, parce que c'est ça qui s'est passé. Les expériences libérales ont jeté la paysannerie et le monde ouvrier dans les rues. Ça a été extrêmement violent. Et ces foules ont été vaincues par la Révolution. Ils ont été vaincus. Les puissants sont ceux qui ont réussi à renverser l'ancien monde pour nous faire entrer dans le monde libéral, mais dans lequel nous vivons encore. Ce monde de marchands, de profit, où on casse tout service public pour le remplacer par le profit, c'est ce que ces gens ont voulu. Et Voltaire était à leur service. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'il les connaissait tous, mais il a largement contribué. Et à l'origine, il y a quand même une idéologie. Il y a une idéologie. Le profit, on va remplacer le bien commun par la somme des biens individuels. Et le bien commun, ce n'est pas la somme des biens individuels. Une imposture au service des puissants, ça n'est pas Voltaire uniquement l'imposteur. C'est pas Voltaire l'imposteur. Parce que Voltaire, c'est un fief et menteur, c'était un psychopathe. Mais il a fait que ce qu'il a fait. Ce qui est extrêmement grave, c'est ce qu'on a fait de lui. Et c'est ça qu'ont fait les puissants. Les puissants actuels continuent de faire de Voltaire ce qu'il n'a jamais été. C'est-à-dire
défenseur des droits de l'homme, tout ce qu'on raconte, défenseur de la liberté d'expression, luttant contre le racisme, contre l'esclavage, etc. Il n'a jamais été ça. L'imposture, elle est dans les mains des puissants qui nous gouvernent aujourd'hui, au service des puissants d'aujourd'hui. Et Voltaire est un imposteur, mais le livre ne parle pas de l'imposteur, mais de l'imposture. Et c'est différent. Et là, j'attaque ceux qui nous attaquent, et pas ceux qui l'ont défendu à l'époque.